Bien, je vous propose de commencer. Je voudrais d'abord remercier à la fois tous les intervenants qui vont faire partager leurs expériences au cours de ce webinaire, également l'équipe de Florence Raymond et tout le service numérique et prospectif qui s'est chargé d'installer cette première plateforme de discussion dont on espère que ce ne sera pas la dernière. Sur un sujet, alors je vais être plus que humble, sur lequel nous ne sommes pas pionniers ni très en avance, mais qui nous passionnent et qui nous intéressent, donc qui sont les questions, les enjeux liés à l'open data et l'open content. Je ne rentrerai pas dans le détail de la définition de ces deux termes, je pense que vous aurez l'occasion de le faire. Dans les deux cas, ils sont intéressants et ce sont des enjeux du numérique et au-delà du numérique, je dirais, de l'avenir des musées. Ce sont des enjeux en termes de stratégie, mais aussi en termes je dirais, de mission de service public, de partage, et peuvent aussi correspondre à une certaine vision que l'on se fait du musée. S'agissant de l'open data, une réflexion vient de se lancer au sein de la ville, à laquelle nous souhaitons participer. Donc l'open data étant plutôt les données, voire les métadonnées, je dirais, brutes, qu'on est susceptible avant, je dirais même, de partager, de connaître. En l'occurrence, nous ne connaissons pas nos data, toutes les informations que nous produisons sous des formes identifiables ou non identifiables. Et ne serait-ce que par pragmatisme, ce serait déjà, nous aurons la nécessité très rapidement de mieux connaître et mieux analyser pour mieux connaître notre public et les façons de le toucher. Pour l'open content également, nous ne sommes pas du tout en avance pour des raisons, je dirais, historiques. L'open content étant, voilà, je fais ce que j'avais dit que je ne faisais pas, de donner de définition. L'open content étant plutôt je dirais, les contenus plus élaborés et notamment particulièrement les images qui sont un enjeu très fort dans le monde des musées, je dirais tout simplement de l'image et de l'iconographie. Open content, nous sommes liés, par exemple, pour l'exploitation des images, qui est encore une prérogative des musées. Il n'y a pas d'obligation de partager absolument ces images, mais nous sommes liés à la réunion des musées nationaux Grand Palais, et qui fait que nous ne sommes propriétaires que de très peu de nos images. Mais dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'open data ou de l'open content, nous avons une volonté forte d'aboutir à un partage sans contrepartie de toutes ces informations, qu'il s'agisse de partage entre musées pour ce qui est de l'open data et de l'analyse de ces data, et avec plus largement tous les publics lorsqu'il s'agit de l'open content et des images. Donc il va nous falloir nous engager non pas dans la réflexion, mais dans l'action sur ces sujets, d'où l'importance pour nous de ce premier webinaire pour partager à la fois les questionnements, mais aussi les expériences de ceux qui pratiquent déjà depuis longtemps l'open content. Voilà, j'avais prévu d'assister à la totalité de nos échanges. Malheureusement, j'ai une obligation qui va m'obliger à partir à l'hôtel de ville de Lille, mais j'espère être revenu pour la conclusion de ces échanges. Et dans le cas où je ne pourrai pas, je vous prie bien vouloir m'en excuser et je confierai à Florence Raymond la lourde tâche de devoir conclure ce webinaire. Voilà. Dans tous les cas, je fais tout mon possible pour être là euh, avant la fin de ces échanges. Je cède la parole, du coup, je crois, dans l'ordre, sinon protocolaire, en tout cas pratique, à Florence pour la présentation de ce webinaire. Merci Bruno Girvaud de votre mot d'accueil et d'introduction qui augure d'une belle séance que nous sommes ravis de vous proposer aujourd'hui, avec 3 interventions qui vont se dérouler au cours de ce début d'après-midi. Nous allons inaugurer un premier temps avec Pierre-Yves Baudouin, qui est président de Wikimedia France. Puis Carl Pinault prendra la parole sur l'aspect plus éco-responsable, mais pas que, des propositions en termes de web design et de propositions en ligne. Et puis enfin,
Elisabeth Gravelil clôturera ce temps de webinaire en nous proposant sans doute une analyse plus enveloppante et aussi plus piquante de la notion de data dans nos environnements de musée, mais pas seulement, hein, c'est aussi un regard assez large que l'on souhaite partager aujourd'hui. Nous avons des participants de différentes structures, bibliothèques, musées, universités. Et donc, c'est à l'ensemble de cette communauté que nous nous adressons aujourd'hui. Sachez que les questions pourront être partagées, bien sûr, évidemment, après les 3 interventions de cet après-midi. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire à l'écrit celles que vous souhaitez partager dans le chat qui est proposé sur cette plateforme. Héloïse Bardon se chargera d'en faire le recueil, remarques et questions, avant que vous puissiez, vous, participants, puissiez prendre la parole avec caméra et micro ouvert à l'issue donc, de ces 3 interventions. Donc, je vais céder la parole à Pierre-Yves Baudouin, qui est président de Wikimedia France depuis déjà 2017. Et vous avez été tour à tour rédacteur, administrateur, exerçant des responsabilités à différents niveaux pour Wikimedia France. Et aujourd'hui, vous vous attelez, et ce n'est pas une petite tâche, à faire le lien avec les autorités françaises et les plus importantes et les communautés de contributeurs des projets de Wikimedia, de wikipedia.fr en particulier. Et je crois qu'aujourd'hui, vous allez nous dresser un état des lieux, un petit peu de ce qui se pratique notamment dans les musées en France aujourd'hui. Et vous avez organisé une très belle journée d'études le 16 avril dernier, co-organisée notamment avec le Clic France. Et je crois que vous allez nous dresser une synthèse des bonnes pratiques et des autres. Je vous cède la parole et merci à vous. Merci Florence et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux à ce webinaire. Donc, un petit rappel sur le rôle de Wikimedia au niveau de la culture. Depuis 20 ans, parce qu'on fête les 20 ans de Wikipédia cette année, le mouvement Wikimedia lutte d'une certaine façon contre le confinement des savoirs, du patrimoine et de nos cultures. Nous accompagnons en France et dans le reste du monde les institutions, notamment culturelles, afin qu'elles valorisent au mieux leurs collections en ligne. Nous sommes aussi par moments lanceurs d'alerte en soulignant les risques de confinement de savoir au sein de certains grands acteurs du web. Avec ces acteurs du web que nous fréquentons régulièrement et que dans certains rapports, nous sommes associés, Wikipédia est associé au GAFA. Voilà pourquoi je voudrais faire un petit rappel pour mettre en avant les différences qu'il y a avec ces acteurs. Nous avons des points communs. D'une part, nous payons peu d'impôts pour différentes raisons, les uns et les autres. Nous avons aussi une audience importante entre ces acteurs. À l'heure actuelle, Wikipédia en France, c'est 30 millions de visiteurs uniques. C'est comme Amazon, WhatsApp ou Instagram. C'est 2 fois plus que Twitter, mais c'est un peu moins évidemment que Google Search et Facebook et YouTube. Voilà pour les points communs. Il y a de nombreuses différences par contre avec ces acteurs. Tout d'abord, au niveau sur le terrain des valeurs, Wikipédia et Wikimedia, le mouvement Wikimedia, est à mon avis bien plus proche de vous, acteurs culturels, que de ces acteurs que nous respectons par ailleurs. Voici quelques points évidemment subjectifs, mais que j'ai en tête et que j'aimerais vous rappeler. Tout d'abord, les projets Wikimedia ne sont pas construits pour enfermer l'internaute sur sa plateforme et maximiser le temps de consultation. Cela vient notamment du modèle économique. Nous n'avons aucun intérêt à vous maintenir captifs, les internautes. C'est pourquoi Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons regorge de nombreux liens vers vos institutions et vos catalogues. Et n'hésitez pas à renvoyer beaucoup de trafic vers vos sites. Il n'est pas fait non plus usage d'algorithmes de recommandation individualisés. Il n'est pas non plus fait de collecte, de réutilisation excessive des données personnelles. Il y a très peu de cookies, juste le strict nécessaire
et c'est conservé juste le temps légalement légal. De plus, les projets Wikimedia ne comportent, comme je l'ai rappelé, pas de publicité, et ça a beaucoup de conséquences sur tous les points que j'ai abordés au préalable. Enfin, vos contenus, ce témoignage du passé que vous préservez pour nous, ne côtoieront jamais une vidéo complotiste, un texte propageant la haine ou encore un groupe affirmant que la Terre est plate. C'est à mon avis important à garder en tête quand on décide d'être partenaire avec tel ou tel acteur du web, à mon avis. Wikimedia France appelle à l'ouverture des contenus la plus large possible de longue date. Plusieurs signaux ces derniers temps nous invitent à croire que les choses peuvent évoluer dans le bon sens après une phase, je dirais, de stagnation, surtout au niveau national. Je voudrais vous faire un petit rappel au niveau légal, où on en est à l'heure actuelle. Donc, sur le terrain légal, je qualifierais actuellement la situation de calme avant une éventuelle révolution culturelle. Au niveau actuellement, donc c'est assez calme, les rapports se succèdent pour peut-être éviter de bouleverser les choses. Je mentionnerai deux rapports. Le dernier en date, c'est un rapport commandé par le ministère de la Culture à Accenture, qui s'intitule « Développement de l'accès libre aux images des musées nationaux ». Il s'agissait de faire un état des lieux et d'analyser l'impact de divers scénarios envisagés. Ça allait du statu quo jusqu'à l'ouverture totale. Ce rapport, à mon avis, servait surtout à prôner le statu quo, ou une voie intermédiaire, mais qui ressemblait énormément à du statu quo. Vous ne pouvez pas le lire, il est pas public, mais bon, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez le consulter. Il est très centré sur l'agence photo de la RMN, évidemment, au niveau national, et les grands acteurs. Mais il donne, c'est un bon état des lieux, et il donne notamment les chiffres des corpus du côté des musées qui sont dans le domaine public. Je crois de mémoire que on parle de 700 000 photos à libérer ou non, du côté de la RMN. Donc, ce rapport fait suite aussi à un autre rapport un peu plus technique, parce qu'il provient de la Cour des comptes, mais qui donne tout un tas de chiffres que vous pourriez retrouver sur le site de Wikimedia France. J'avais fait un billet de blog là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est notamment ce que reverse l'agence photo de la Réunion des musées nationaux aux établissements culturels qui sont partenaires, ou qui dépendent plutôt de la RMN. Et donc, on voit que c'est très, très faible. C'est même pour les très grands établissements comme le musée du Louvre, je crois que de tête, ça ne dépasse pas 1% ou maximum 5%. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que pour le Louvre, ça doit être 200 000 € pour un budget conséquent. Donc, voilà où on en est un peu au niveau des rapports et de la production en France. Mais ces derniers temps, il y a une grande réforme européenne du droit d'auteur qui est en train d'être mise en place en France. Et il y a notamment le fameux article 14 qui vous concerne particulièrement parce qu'il rappelle, enfin, le législateur européen a voulu rappeler que la numérisation d'œuvres d'art qui sont dans le domaine public ne crée pas de nouveaux droits. Je vous lis le texte qui est en train d'être transposé dans les États membres, parce qu'il est assez court, il ne fait qu'une seule phrase. Les États membres prévoient que lorsque la durée de protection d'une œuvre d'art visuelle est arrivée à expiration, tout matériel issu d'un acte de reproduction de cette œuvre ne peut être soumis aux droits d'auteur ni aux droits voisins, à moins que le matériel issu de cet acte de reproduction soit original, en ce sens qu'il est la création intellectuelle propre à son auteur. Donc, il rappelle clairement que le fait de scanner un document, par exemple, ou même, selon nous, une reproduction fidèle d'une œuvre, mais là, je pense qu'on va batailler avec les photographes, n'emporte pas de nouveaux droits, au moins pour la peinture. On voit que de plus en plus, d'ailleurs, d'acteurs libèrent ce type de reproduction, donc les 2D, et non pas les reproductions 3D.
voilà, il y aura des débats à coup sûr dès que la transposition sera faite. La France a pris un peu de retard. Là, il y a, le journaliste de Next Impact, Marc Ries, vient de faire fuiter le projet de transposition qui ne prévoit étonnamment pas l'article 14. Donc, je ne sais pas où ça en est. Voilà, tous les pays ont un peu de retard sur cette transposition qui devait être faite avant le 20 juin 2021. Mais bon, évidemment, la pandémie a complexifié un peu tout ça. Donc, au-delà du terrain légal, il y a eu de nombreuses initiatives qui ont permis tout de même d'innover, d'évoluer là-dessus, notamment du côté des collectivités territoriales, parce que comme on le voit au niveau national, c'est un peu bloqué. Donc, j'en rappellerai juste les dernières en date, mais il y en a bien d'autres. Donc, il y a notamment la base regard du Centre des monuments nationaux. Une partie est en train d'être diffusée sous licence libre. À l'heure actuelle, ça représente 15 000 images en très haute définition. C'est la spécificité. Ce sont des très, très grandes résolutions qui sont mises sur cette base. Il y a évidemment les Paris Musées. Paris a fait le choix de publier sous licence libre son patrimoine. En tout cas, du côté des musées, des bibliothèques, je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle. Là, par contre, on parle de campus très, très importants. On avoisine à l'heure actuelle quasiment les 300 000 images en haute définition. La particularité de cette ouverture de données, c'est qu'ils ont opté pour la CC0, qui pendant longtemps en France, certaines voix laissaient croire qu'elle était illégale. Mais voilà, on voit que ça ne pose pas de souci en fait d'adopter cette licence en France. Il y a aussi Reims qui a libéré, comme la CMN, 15 000 images à l'heure actuelle, mais il est prévu d'augmenter ce nombre. Et Marseille qui a fait une délibération juste avant les élections municipales, prévoyant d'ouvrir aussi ses collections. Là, il faut attendre un peu que les choses se mettent en place. Au niveau national, il y a quand même certains signaux positifs. Le ministère de la Culture a mis en place un site consacré à l'histoire des arts et a voulu mettre en avant les collections françaises et étrangères qui sont libérées, qui sont ouvertes. Donc, il y a un onglet. Sur les 4 onglets que comporte ce site, il y a un onglet dédié à l'open content. Étonnant. Donc, on voit que les choses, il y a quand même certains signaux positifs, même au niveau national. Néanmoins, il y a aussi des blocages, comme on l'a vu, la fameuse refonte des sites du musée du Louvre. Évidemment, le musée du Louvre dépend, enfin la photothèque dépend de l'agence photo de la RMN, et donc n'a pas pu pratiquer l'open content. Par contre, ils pratiquent l'open data. Enfin, en tout cas, ils se sont engagés à ce que leurs données soient sous licence libre. On voit un peu la limite du système, parce que sur ce site qui comporte plusieurs centaines de milliers d'œuvres, évidemment, la RMN n'a pas tout photographié. Une bonne partie provient sont des photos faites par des agents du musée du Louvre. Et on voit très vite, même sans les critiquer, ce ne sont pas des professionnels de la photographie, ils n'ont pas le même équipement que la RMN, que les photos ne sont pas forcément de très très bonne qualité et ne sont pas faites pour ça, ne sont pas faites pour avoir une vie commerciale. Et je crois que personne les achètera, même si on contacte la RMN, de toute façon, ils n'arriveront pas, je pense, à retrouver, à rediriger vers le lourd. Donc voilà, on voit un peu la limite du système, on bloque tout, alors qu'une bonne partie de ces photos ne sont pas destinées à la commercialisation et pourraient être diffusées librement et notamment permettre d'illustrer les projets Wikimedia. Ce retard français ou cette spécificité française de ne pas participer à l'open content commence à être remarqué par la presse. Il y a Libération, le service culturel de Libération, qui a fait un dossier de 4 pages là-dessus, suite à la refonte des sites du Louvre. Donc, à ma connaissance, une des premières fois
que ça sort un peu de notre petit milieu open data, open content, et qu'un service culturel d'un grand média ose commencer à critiquer et à faire la comparaison avec les pays anglo-saxons notamment. Donc, je vous invite, si vous voulez revoir je pourrais vous donner la référence, mais c'est un dossier publié au 30 avril 2021, donc assez récemment. Sinon, du côté de Wikimedia France, comme je disais qu'on aide les institutions sur ce sujet, il y a notamment deux aspects. En plus de nous avons un salarié en charge des acteurs culturels, donc n'hésitez pas à le contacter, c'est Xavier Caillot, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il y a une résidence qui est en train de se mettre en place à Clermont-Ferrand. L'idée de travailler avec la bibliothèque municipale et la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand afin de valoriser ses collections et ses contenus pendant un an dans cette ville. Et Wikimedia France est en train aussi d'élaborer un rapport, une étude sur les pratiques d'ouverture des contenus ou d'open content au niveau des institutions culturelles françaises. Donc, je crois que l'enquête vient de se terminer et le rapport qui va être rédigé et tout cela sera communiqué, contrairement à ce fameux rapport Accenture qui n'est pas public. Donc voilà, j'ai pas voulu faire trop long parce que la journée, enfin le début d'après-midi sera assez riche et afin qu'on puisse discuter par la suite. Donc, je vous remercie. Merci Thierry de cette introduction tonique et technique qui nous encourage à poursuivre le sujet avec nos deux intervenants. Je vais laisser Héloïse Bardon présenter Carl Pineau pour enchaîner tout naturellement. Merci Florence pour cette transition. On va partir du côté de la recherche, donc avec Carl Pineau, qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université technique de Compiègne, mais pas seulement, puisque Carl Pineau est aussi coprésident du collectif des designers éthiques, donc à travers lequel il a montré toute son expertise du design et du numérique. Il se fait notamment connaître avec son étude sur les sites web des 100 plus grands musées, ou en tout cas des 100 musées les plus fréquentés de France, où il a étudié la question de la responsabilité numérique et va revenir dans sa présentation justement sur ces enjeux de développement soutenable, d'écologie, à l'heure de l'open content et de l'open data. Je vous laisse la parole. Merci, effectivement, ouais, je vous partage mon écran. Hop, alors, nous y voilà, et normalement, ça doit être bon. Donc effectivement, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je vais vous parler de l'étude que j'ai menée, donc il y a de ça 3-4 mois, sur la responsabilité numérique et les musées français. Et effectivement, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne et j'ai fait ma thèse en CIFRE chez un éditeur de logiciels pour musées que probablement une bonne partie d'entre vous connaissez, qui s'appelle Decalogue, que j'ai quitté il y a quelques semaines, et maintenant j'assume à quasi temps plein ma charge de responsable de l'association Designer Éthique qui travaille sur les enjeux de la responsabilité numérique à travers le design. Et donc, juste pour préciser le domaine dont je parle, je mène une thèse sur la question de la numérisation des collections de musées, plus spécifiquement sur la numérisation des dossiers d'œuvres des musées. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réintégrer ces dossiers d'œuvres que l'on aurait numérisés dans les logiciels de gestion de collection et quelles sont les manières de présenter ces dossiers d'œuvres qui facilitent le travail des documentalistes et puis plus globalement des différents personnels de musées. Et j'en profite pour faire passer un petit message. Si jamais vous-même dans votre musée vous travaillez sur ces enjeux-là, n'hésitez pas à me contacter car je prends plaisir à discuter avec toutes les personnes qui travaillent sur ces sujets dans les différentes institutions culturelles. Parenthèse refermée, je vais passer donc du coup à ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire le fait de travailler sur la responsabilité du numérique. Donc, juste un mot aussi pour vous situer un peu d'où je parle. L'association Designer Éthique, c'est une association qu'on a créée il y a à peu près 5 ans et qui a pour objectif donc de travailler sur les enjeux de la responsabilité du numérique à travers le prisme du design. Et donc, pour ce faire, on se qualifie comme une association de recherche-action. Donc, on mène à la fois une activité de recherche
sur le design numérique. Donc, par exemple, comme je vous le mets sur cette slide, on a publié un guide d'éco-conception pour les designers qui, d'ailleurs, que je vous invite à lire si ça vous intéresse sur les sujets dont je vais parler, et qui donne des clés, des tips techniques pour justement améliorer l'éco-conception de services numériques, de sites web, pour le dire plus simplement. Et puis, on mène aussi une action plutôt de sensibilisation des acteurs du numérique à travers notamment des événements, et on organise tous les 2 ans un événement qui s'appelle Ethics by Design, qui est plus spécifiquement dédié aux professionnels de la conception numérique, mais qui s'ouvre de plus en plus aussi au monde du service public à travers les enjeux du numérique. Et donc, en fait, il y a quelques mois de ça, j'ai essayé de mélanger un peu mes 2 domaines disciplinaires, à la fois le côté musée, histoire de l'art, et puis de l'autre côté, le côté responsabilité numérique et design. Et je me suis posé une question assez simple, qui est comment est-ce qu'on pourrait analyser la responsabilité numérique ou d'une institution qui est présente dans le domaine du numérique, plus spécifiquement donc dans mon domaine de prédilection, à savoir les musées. Et donc l'objectif de cette étude, c'était avant tout d'être un essai méthodologique. Donc l'objectif, c'est pas du tout de venir juger les institutions culturelles, c'est plutôt d'essayer de définir ce que pourrait être une méthode d'analyse de la responsabilité numérique dans le cas d'une unité fonctionnelle qui est bien définie. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Donc pour préciser pour ceux qui ne verraient pas ce qu'est une unité fonctionnelle, c'est l'idée de dire qu'en fait, on ne compare que des choses qui sont comparables. Donc, on compare des sites web de musées qui ont la même vocation, c'est-à-dire s'intégrer dans un parcours de visite, permettre à des personnes de découvrir ce qu'est le musée, etc. Mais on ne va pas comparer des unités fonctionnelles qui sont distinctes. Donc, par exemple, on ne va pas comparer le site web d'un grand média français comme Le Monde ou Le Figaro avec le site web d'un musée, parce que en fait, les usages sont complètement différents. Donc, les contenus sont complètement différents. Et donc, comparer ça notamment au plan de l'éco-conception dont je vais vous parler tout à l'heure, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'était d'être vraiment dans l'analyse d'une unité fonctionnelle, et cette unité fonctionnelle, c'est celle d'un site web institutionnel de musée. Je le précise aussi parce que ça explique pourquoi je ne vais pas du tout parler en termes d'open data de toutes les plateformes d'open data qui peuvent, enfin les plateformes de données qui peuvent exister dans le secteur culturel, qui peuvent être Wikidata, la plateforme POP, Europeana, etc., puisque ça sort du champ de l'unité fonctionnelle que j'ai définie pour le cadre de cette étude. Et puis enfin, le dernier petit warning qui est important avant de s'y lancer, c'est que ces résultats sont relatifs et pas du tout absolus. Relatifs parce qu'ils ne visent pas donc à fournir une échelle, une note précise d'un service numérique qui serait totalement incontestable et indiscutable, mais au contraire, c'est l'idée plutôt de montrer des tendances, et ces tendances, elles peuvent être largement challengées parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'étude et dans la méthodologie que j'ai mis en œuvre qui, à mon avis, peuvent être améliorés et qui sont clairement critiquables. Donc effectivement, peut-être que pour commencer, le mieux c'est de commencer par définir ce que j'appelle la responsabilité numérique, parce que c'est un terme que vous avez peut-être déjà croisé, ou même il est probable d'ailleurs que vous ayez plutôt croisé son inverse, le terme de numérique responsable. Alors moi j'aime pas trop le terme de numérique responsable parce que je trouve que ça fait porter la responsabilité sur le numérique, comme si on pouvait anthropomorphiser le numérique, alors qu'en fait c'est la responsabilité de toute institution qui va venir sur l'espace numérique de faire preuve de responsabilité sur cet espace. Et donc ensuite, une fois qu'on a dit que c'est quiconque qui vient dans l'espace numérique qui doit faire preuve de responsabilité, eh bien si on essaie de définir cette responsabilité, une définition que moi j'aime bien, c'est celle du chercheur en design Alain Findeli, qui nous dit que notamment le design, ça vise à maintenir ou à accroître l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et je pense que la responsabilité numérique, eh bien, elle s'inscrit précisément dans cette définition de Alain Findeli, c'est-à-dire que le numérique doit viser là aussi à augmenter ou à maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et donc, pour ce faire, ce que nous, on prône dans notre association Designer Ethics, c'est une approche déontologique pour que chacun, que ce soit une organisation ou un individu, eh bien, prenne sa part dans cette responsabilité numérique. Et ça va se construire autour des 3 piliers, notamment du développement durable, que vous connaissez probablement, en tout cas j'espère, qui sont People, Planet et Profit, les 3 P comme on dit, et que à travers ça, on va essayer de valoriser un certain nombre de valeurs du numérique qu'on veut mettre en avant. Et j'ai repris notamment les valeurs que définit la FING dans son programme Reset. Donc la FING, c'est la Fondation Internet Nouvelle Génération,
pour celles et ceux à qui ne ça parlerait pas. Et donc la FIM définit notamment cette qualité du numérique qu'on veut, donc inclusif, frugal, démocratique, protecteur, innovant, capacitant et équitable. Et tout à l'heure, donc on parlait de Wikipédia notamment, et un exemple de responsabilité numérique, en tout cas que nous on prône quand on nous demande à quoi ça ressemblerait un numérique vraiment responsable. Souvent l'exemple qu'on cite c'est Wikipédia et qui justement inclut beaucoup un grand nombre de ces valeurs. Concrètement, néanmoins, la responsabilité numérique, là, la définition que je vous ai donnée, elle est un peu théorique, elle est un peu large. Et donc, si on essaye de l'ancrer dans des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques, on peut définir un certain nombre de critères généraux de responsabilité numérique, notamment le fait qu'on respecte la vie privée des individus qui vont venir sur les sites que l'on est en train de produire. Le deuxième élément, c'est qu'on respecte leur liberté individuelle dans l'exercice des choix, et notamment qu'on ne leur met pas des dark patterns, donc des interfaces trompeuses qui vont les pousser à faire des choix qu'ils n'auraient pas voulu. Le troisième élément, c'est évidemment l'accessibilité. Et puis, le quatrième, qui est largement en train de monter ces temps-ci, c'est évidemment l'éco-conception. Et donc, ce ne sont pas des critères qui sont exhaustifs, il en existe beaucoup d'autres, on aurait pu parler d'inclusion ou ce genre de choses, mais c'est 4 critères qui commencent à être vraiment bien définis, vraiment bien normés, et sur lesquels on peut vraiment avoir un travail qui soit qualitatif, parce qu'il y a des experts de ces domaines-là. Et puis ensuite, chaque domaine va avoir des critères spécifiques à sa pratique, et dans le cas des musées, évidemment, il y a la question de l'open data et de l'open content, de l'ouverture des données. Pour à nouveau donner peut-être un cadre général à l'enquête que j'ai menée, donc comme Héloïse le disait, je me suis intéressé aux 100 musées les plus fréquentés in situ en France. Pourquoi 100? Parce que en fait, ça tombait pile poil avec le chiffre des 100 000 visiteurs annuels et que comme j'avais un temps limité pour faire cette étude, il a bien fallu que j'arbitre une quantité de sites que j'allais analyser. Et donc, je me suis restreint à une centaine, même un petit peu moins d'une centaine. En réalité, ça fait plutôt 90-95 musées. Sur ces 90-95 musées, en fait, il y en a un grand nombre qui ont un site web propre. Vous allez me dire, c'est plutôt une bonne nouvelle et encore heureux qu'en 2021, la plupart des sites, la plupart des musées aient un site web. Mais certains, encore quelques-uns, ne disposent que d'une simple page web sur le site de leur tutelle, pardon. Et ça pose peut-être un peu question aussi sur la place des institutions culturelles au sein des institutions de tutelle. Et puis, d'un point de vue technique, ça intéressera celles et ceux parmi vous qui regardent un petit peu les codes sources des sites de musées. La plupart de ces sites sont encore basés sur des technologies qui sont, mine de rien, on va dire, assez vieillissantes, mais qui sont très populaires dans le monde des institutions publiques, et notamment Drupal, Drupal 7 et Drupal 8. Vous voyez que c'est absolument majoritaire au sein de ces institutions, enfin au sein des musées, alors que WordPress, qui est pourtant le système technique le plus présent pour supporter des sites web dans le monde, est plutôt minoritaire en fait. Donc en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question des collections en ligne et de l'open data. Alors moi, je me suis intéressé à l'open data sur le plan des collections en ligne. Donc comme je disais, j'ai totalement ignoré tout ce qui relevait de la mise en ligne de données sur d'autres plateformes comme POP, comme Europeana, comme Wikidata, etc. Moi, je me suis focalisé sur quelles sont les données que les musées vont mettre sur leur propre site, que ce soit leur site institutionnel ou que ce soit un site collection qui soit distinct. La première chose qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il y a quand même quasiment 45% des musées que je suis allé voir qui ne mettent pas leur collection en ligne. Donc en fait, il n'y a tout simplement aucun endroit sur lequel on peut explorer les collections. Donc ça veut dire que si on est une personne qui ne connaît pas, qui n'est pas un expert de l'open data culturel ou même tout simplement des data culturelles et qu'on ne connaît pas des plateformes comme Wikidata ou POP, et bien en fait, quand on arrive sur le site de l'institution, c'est extrêmement compliqué de savoir où est-ce qu'on va pouvoir trouver les collections en ligne. Ensuite, le deuxième élément qui m'a frappé à première vue, c'est le fait qu'il y a une énorme variété de situations, qu'il y a extrêmement peu d'homogénéité et que finalement, c'est très difficile de s'y retrouver. Il y a des sites web où, par exemple, je me suis même demandé si c'était vraiment les collections qui étaient présentes, les collections du musée qui étaient présentes sur ce site. Je donne un exemple, mais ce n'est pas spécifiquement pour cibler cette institution, parce que c'était le cas d'autres. Le château des Ducs de Bretagne à Nantes, quand je suis arrivé sur le site, il n'y a pas d'espace dédié aux collections, mais quand on tape dans le moteur de recherche, le moteur de recherche général du site web institutionnel, on arrive à trouver des éléments de collection.
je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que ce sont les collections qui sont en ligne ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des fiches qui ont été écrites sur certaines œuvres ou pas? Donc voilà, il y a vraiment parfois des musées avec lesquels, des sites web de musées avec lesquels c'est très difficile de savoir si les collections elles sont vraiment en ligne ou elles ne sont pas vraiment en ligne. Et ce point-là va se confirmer d'ailleurs quand on va parler d'open data. Et de l'autre côté, il y a une qualité et une complétude des données qui est extrêmement variable, puisque vous avez certains sites qui vont, certains musées qui vont vraiment aller très très loin dans la mise en ligne des informations. On va avoir les bibliographies sur les œuvres, on va avoir la liste des expositions qui sont données, donc vraiment des informations qui permettent de faire un travail de recherche en histoire de l'art presque, en tout cas assez avancé, rien qu'avec les informations qui sont mises à disposition sur le site web. Et puis vous allez avoir beaucoup d'autres sites, et la majeure partie, où seules les informations du cartel en fait, vont être données. Et finalement, ça ne permet pas d'aller très très loin. Il va vraiment falloir prendre contact après avec l'institution pour avoir accès au dossier d'œuvre ou ce genre de choses et aller plus loin dans la démarche de recherche. Donc c'est extrêmement variable, là encore, les informations qui sont mises en ligne. Et puis, une fois qu'on a dit que les données étaient mises en ligne, que les collections étaient mises en ligne, ce qui m'a aussi intéressé, c'était effectivement à quel point ces informations sont ouvertes et à quel point on va pouvoir les récupérer pour en faire quelque chose. Alors, ce qui m'a extrêmement surpris, c'est que sur les 100 sites que j'ai analysés en janvier, il n'y en avait que 2 qui possédaient un système d'ARK. Ça me semblait pourtant être quelque chose qui était vraiment de plus en plus présent. Et en fait, non. Alors, la subtilité de ce chiffre, c'est que, il a évolué depuis, parce qu'il y a des sites, tout à l'heure, Pierre-Yves parlait du musée du Louvre qui vient de refaire son site collection. Bon, maintenant, il y a des ARK sur le site web du musée du Louvre, donc ça a évolué depuis que j'ai fait cette analyse. Et puis 2, moi, je me suis focalisé sur les sites institutionnels, potentiellement les sites de collection. Mais donc, du coup, s'il y avait des sites annexes, par exemple, le site de l'institution de tutelle qui aurait regroupé les données en open data et qui aurait mis des arcs, moi, je ne l'ai pas compté. Parce que voilà, là encore, unité fonctionnelle que je devais préciser dans un cadre restreint. Et donc, au-delà des arcs, il y avait aucun site qui proposait 3IF, un seul site qui proposait une API d'accès aux données. Alors, en l'occurrence, pour 2 musées, parce que c'était celui d'une tutelle d'institution. Et puis, il y avait un seul site qui plaçait ces images sous licence libre, ou plus précisément, qui l'explicitait très clairement. Parce que ça, c'était aussi quelque chose qui m'a pas mal surpris. C'est que dans beaucoup de situations, j'avais des gros doutes sur le fait que les données étaient en open data, en open content, sous licence restrictive. C'est souvent extrêmement complexe de savoir. L'information, elle n'est pas explicite. Et puis, très souvent, en plus, les mentions légales du site de l'institution sont souvent contradictoires avec ce qui peut être affiché par ailleurs sur une page de déclaration d'intention, sur l'open data ou ce genre de choses. Et donc, souvent, c'est très compliqué de savoir est-ce que concrètement, j'ai le droit ou pas de réutiliser les données. Et juste pour un petit aparté, moi, ce que je peux vous inviter à faire, si vous cherchez à rendre ça plus clair, c'est à faire, par exemple, comme le fait Europeana, c'est-à-dire à mettre explicitement à côté de l'image, le statut de cette image. Et donc, voilà, Europeana, la mail public domain. Donc là, je sais tout de suite que j'ai le droit de réutiliser l'image. C'est facile, pratique, et on ne se pose pas la question. Désolé, c'était la petite aparté. Et puis après, évidemment, dans l'analyse que j'ai faite, je note notamment qu'aucun musée ne dispose d'un serveur 3IF pour ses images sur son site institutionnel. L'idée, c'était pas de dire, par exemple, que tout site institutionnel devrait avoir un serveur 3IF pour afficher ses images. L'idée, c'était plutôt de dresser un panorama et de montrer notamment que cette technologie, que pourtant on véhicule depuis pas mal d'années, moi quand je travaillais à Europeana, c'était il y a de ça 5-6 ans, on était en train de le déployer massivement. Pour autant, force est de constater que dans l'écosystème français, ça reste encore extrêmement peu présent ou minoritaire et vraiment restreint à des programmes de recherche assez spécifiques. Néanmoins, et je vais finir avec ça pour pas trop traîner moi non plus dans cette présentation, il me semblait important de rappeler que la responsabilité numérique, ça n'est pas similaire à l'open data. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est le sujet dont on traite, néanmoins quelque chose qui m'a beaucoup étonné quand j'ai publié cette étude en février, c'est que tous les retours ont focalisé sur l'open data au plan des musées et vis-à-vis de la responsabilité numérique. Or, et je tenais un petit peu à vous le rappeler, ça n'est qu'un aspect, et il y a d'autres aspects sur lesquels je pense que les musées devraient beaucoup travailler parce qu'on a pas mal d'efforts à faire, et notamment les aspects de respect des données personnelles, d'accessibilité et d'éco-conception. Pour vous donner quelques chiffres, 10% des sites web de musées que je suis allé voir embarquent sur leur site web la régie publicitaire de Google. Pourtant, aucun d'entre eux n'affiche de publicité.
tous sont des institutions publiques, et donc ça pose quand même la question de savoir pourquoi est-ce que ces sites embarquent la régie publicitaire de Google alors même qu'ils n'affichent pas de publicité eux-mêmes. Alors la réponse me paraît assez évidente, c'est parce qu'en fait probablement que ces sites web et leur personnel technique ne se sont pas rendus compte qu'ils embarquaient la régie pub de Google à travers toutes les API qu'on va pouvoir brancher, etc. Mais néanmoins, voilà, c'est quand même un problème parce que ça veut dire que tous les internautes qui vont passer sur le site de votre institution, et ben en fait Google va le savoir et va intégrer cette donnée dans les publicités recommandées qu'il peut faire à des internautes sur d'autres sites qu'ils vont aller voir ensuite. De la même manière, le RGPD est pris en compte de manière extrêmement relative par la plupart des sites lorsque j'ai fait l'analyse. Alors ça a un peu évolué depuis parce que vous n'êtes pas sans savoir que la CNIL a tiré quelques coups de semonce, on pourrait dire, envers les sites qui ont un bandeau RGPD qui n'est pas compatible. Et donc, du coup, depuis, pas mal d'institutions se sont mis dans les clous, mais il aura fallu quand même attendre le mois de mars 2021 pour que ce soit bien fait, alors que le RGPD est officiellement valable depuis 2018, je crois. Et puis enfin, le dernier élément, c'est que tout le monde utilise quasiment tout le monde utilise Google Analytics. Et la question se pose de savoir est-ce qu'on a besoin d'utiliser Google Analytics quand on est une institution publique, sachant qu'il y a des alternatives qui sont libres, qui sont respectueuses des données personnelles, et que là encore, c'est probablement Google Analytics qui fait que la régie pub de Google est aussi mise sur le site web. Autre élément, l'accessibilité. 24% de la population française aura besoin à un moment de sa vie de fonctions d'accessibilité. D'ailleurs, j'ai fait exprès d'écrire accessibilité dans un terme technique peu compréhensible pour que vous perceviez que accessibilité, ce n'est pas forcément une accessibilité technique, mais ça peut être aussi une accessibilité de contenu. Écrire de manière claire, c'est aussi de l'accessibilité. Et à ce niveau-là, l'accessibilité, alors là, on ne va pas se mentir, c'était un peu catastrophique. La plupart des sites ne sont pas du tout accessibles, que ce soit pour n'importe quelle forme de handicap ou à peu près. Et c'est très étonnant parce que la plupart de ces sites, pourtant, en tout cas un certain nombre d'institutions culturelles explicitent très clairement qu'on a des parcours de visite in situ qui sont accessibles, qu'on fait beaucoup d'efforts de médiation accessible, etc. Mais par contre, le site web, lui, n'est pas accessible. Et donc finalement, cette information que vous pouvez faire des visites in situ de manière accessible, elle n'arrivera jamais aux personnes qui sont concernées s'ils ne peuvent pas aller sur votre site et y avoir accès. Alors que pourtant, c'est une obligation légale, évidemment, pour les institutions publiques d'avoir des sites web qui sont accessibles. Et à ce niveau-là, moi, ce que je peux que vous conseiller, c'est de vous rapprocher de la DINUM, de la Direction interministérielle du numérique, qui propose vraiment de super supports et des super formations sur ces enjeux d'accessibilité pour vous aider à la mettre en œuvre pour toutes les institutions publiques. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de ne pas y aller maintenant. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train de monter, sur lequel on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années et qui devient de plus en plus incontournable, évidemment. Et ce que je vous montre ici sur ce graphique, c'est qu'en gros, tous ceux qui sont à partir de la lettre C, donc tous les musées qui sont comptabilisés après la lettre C, globalement, ne sont pas accessibles. C'est comme ça qu'il faut lire le graphique. Et enfin, le dernier élément, c'est la question de l'éco-conception. Donc, rappelons que le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, que ce sera 8% en 2025, si on continue sur la lancée sur laquelle on est. Donc, c'est beaucoup et que ça a tendance à le devenir de plus en plus. Que l'éco-conception est de plus en plus en train de devenir là aussi une obligation légale, notamment dans le secteur public, à travers la loi AGEC qui a été votée en 2020, et que pour autant, les pages d'accueil des sites que j'ai analysés étaient globalement peu performantes. Vous voyez ici que les scores qui sont indiqués, là aussi, à partir de la lettre D, ça veut dire que vous n'êtes quand même pas très très performant, sont relativement mauvais, avec des pages web qui sont particulièrement lourdes. Et si j'avais qu'un seul conseil à vous donner à ce niveau-là, c'est faites attention justement aux images. On parlait des images tout à l'heure. Faites attention aux images que vous mettez, compressez-les. Par exemple, je suis allé voir je requitte ma présentation, je suis allé voir le nouveau site collection du musée du Louvre, dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, ici, cette image d'illustration qui est en fond, là, je crois que de mémoire, elle pèse 600 kilooctets, ce qui fait que la page au total pèse 3 mégaoctets, 3 mégas, alors même qu'il n'y a aucun contenu sur la page. Donc ça, théoriquement, ce n'est pas quelque chose qui est possible. On ne devrait jamais avoir une page qui pèse 3 mégas, alors qu'en fait, il y a quasiment rien de concret sur cette page. Et ça, c'est lié uniquement aux quelques grosses images qui sont affichées derrière, parce que, a priori, cette image a été mise en haute définition, alors qu'on aurait probablement pu se permettre de la compresser et d'avoir une image qui pèse peut-être entre 80 et 100 kilooctets, et ça aurait été largement suffisant en fait, pour l'usage qu'on en voulait.
Donc là encore, faites attention à la compression des images. Je pense que ça, c'est un élément qui est hyper simple à mettre en œuvre et qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace et de monter vos scores d'éco-index assez facilement. Je crois que j'arrive à la fin du temps qui m'est imparti. Donc, je vous remercie pour votre attention. Au plaisir d'échanger avec vous pendant l'espace d'échange. Et puis, voilà, je laisse la parole à Elisabeth pour la suite. Merci Karl de cette présentation boîte à outils. Je crois que nous avons été nombreux et nombreuses à noter des informations capitales pour nos prochains projets de site internet. Et c'est donc Amandine Janson qui va présenter Elisabeth Graville pour la dernière intervention avant le temps des échanges. Oui, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth, ravie de vous retrouver. Ça fait quelques années qu'on se côtoie. Je sais que vous suivez de près les projets numériques du musée de Lille, mais aussi des musées de France et d'ailleurs. Et donc pour vous présenter rapidement, dire que vous êtes aujourd'hui donc consultante en transformation digitale auprès des musées au sein de votre agence Muséovation. Vous avez au préalable eu une longue expérience en termes de marketing numérique culturel. Et cette expérience aujourd'hui, vous la mettez justement au service des musées qui ont connu ou qui connaissent cette révolution digitale et qui se débrouillent, je dirais, comme ils peuvent pour émerger sur le web, sur les réseaux et de la façon la plus efficace possible. Aujourd'hui, au cours de votre intervention, vous allez revenir plus particulièrement sur la définition de quelques notions clés, puisque je pense qu'on ne sommes pas tous au même niveau d'information à ce sujet, et surtout nous réexpliquer que les musées, eux aussi, produisent une grande variété, une grande diversité de data. Ça, je pense qu'ils n'en ont déjà pas forcément toujours conscience. Et la deuxième question, forcément, c'est qu'en faire ? Et donc, c'est cette petite méthodologie qui nous intéresse aujourd'hui et au préalable, ce petit rappel de quelques grandes notions indispensables à la compréhension de notre sujet. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Amandine, je suis ravie de vous retrouver. Je remercie tout particulièrement Bruno Rivaux et bien sûr l'équipe de Florence pour m'avoir intégré à ce brillant panel sur lequel je vais essayer de rebondir peut-être plus largement que les sujets d'open data et d'open content, puisque Florence m'a donné la lourde tâche du mot data. Alors, je vais monter ma présentation. Voilà. Ça prend toujours un petit peu de temps, mais elle arrive. Voilà. Alors, l'idée était, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, mais très, très rapidement et pour compléter ce qu'a dit Amandine, j'ai en réalité 20 ans de carrière dans le marketing de produits à forte valeur ajoutée, joaillerie, cosmétiques, parfums, mais aussi effectivement un passage par, entre autres, les boutiques de musées. Et l'idée, à travers Muséovation, c'est définitivement de rajouter un N à votre PSC. C'est que le numérique fasse partie en fait de votre vie et de votre manière de penser tout le long de vos décisions. Et lorsque Florence m'a contactée et elle m'a dit « Est-ce que tu veux parler des data ?» Eh bien, j'ai eu cette attitude. Et je pense que c'est celle que beaucoup d'entre vous avaient dès qu'on prononce ce mot « data ». Tout bêtement parce qu'on n'arrive pas à le définir, parce que c'est un mot qui regroupe tellement de choses. Même si certains d'entre vous ont déjà passé cette étape, c'est-à-dire qu'ils se sont plongés dans leur Google Analytics dont parlait Karl précédemment, ils se sont plongés bien sûr dans les datas des collections, ils se sont plongés peut-être potentiellement dans les datas des collaborateurs, mais on va aborder ça plus tard. Et surtout, ceux qui se sont vraiment, qui ont mis les mains dans le cambouis, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut en parler, eh bien, ils se sont heurtés à des problèmes de stratégie, des problèmes de gouvernance, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de budget, des problèmes de formation, des problèmes de KPI, ou je vais employer des affreux mots, des anglicismes, des retours sur investissement, bref,
des choses qui mobilisent pas de premier abord. Alors, ce que je vous propose, c'est de se dire, finalement, les data, de quoi parle-t-on quand on parle de data au sein des musées? Et tout bêtement, on parle en fait du musée du XXIe siècle. Le musée du XXIe siècle, il n'est pas que physique, et je crois que définitivement l'année qui s'est passée nous l'a confirmé. Toute la partie finalement supérieure de ce beau réseau, eh bien, ce n'est faite que de 0 et de 1. Et vous avez particulièrement contribué, peut-être malgré vous ou indépendamment de votre volonté, à l'augmentation de ces 0 et 1 sur l'année écoulée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ce mot data au sein des musées? Eh bien, il y a 4 sources d'actifs immatériels. Et ces 4 sources d'actifs, parce que oui, désormais, c'est de la valeur, donc ce sont des actifs qui appartiennent au musée, qui sont essentiellement contenus dans, on va dire, 4 grandes catégories. La première, la plus évidente pour vous, c'est celle des collections et tout le contenu qui est soit généré par les conservateurs, soit généré par les équipes digitales autour de ces collections. De plus en plus, on perçoit les datas autour des visiteurs, donc avec cette notion maintenant qui devient flagrante de phygital, c'est-à-dire de physique alliée au digital, de data qui sont générées au sein du musée, mais aussi en ligne, et trouver une continuité devient une des problématiques stratégiques. Et 2 sources qui sont peut-être moins perçues et qui pourtant vont devenir de plus en plus importantes dans en fait, la perception de la data au sein des musées, c'est la data générée par les collaborateurs. Posez-vous la question du nombre tout simplement d'emails que vous générez par an. Posez-vous la question de l'ensemble en fait des documents que vous avez dû transporter avec du 0 et 1 quand vous travaillez à distance, et avec toutes les dynamiques de cybersécurité qu'il y a derrière. Et le dernier pôle, c'est celui des bâtiments. De plus en plus, avec ce qu'on appelle les doubles numériques, les digital twins en anglais, on voit apparaître des datas générées par le bâtiment qui vont en plus s'associer avec les nouvelles technologies qui arrivent, que sont la 5G, voire la 6G déjà au Japon, et qui vont générer encore de nouvelles datas. Donc, je crois qu'on peut dire avec Jen Alexander du Cleveland Museum, yes, we've got big data. Nous pouvons parler de big data au sein du musée. Et accessoirement, je vous conseille vraiment, si vous êtes à l'aise en anglais, d'aller voir l'interview par Larissa Bock de Jen Alexander. Vous la trouverez très facilement sur le net avec le lien que je vous ai donné. Elle est passionnante dans justement l'explication de cette notion de big data au musée. Et ce qu'elle nous explique, c'est qu'en fait, le big data au musée, eh bien, c'est du volume, ça c'est certain, c'est pour ça que ça s'appelle big, mais c'est aussi de la variété. Alors, quelques exemples. La ronde de nuit de Rembrandt, dont on a tous suivi la nouvelle digitalisation ces derniers mois, parce qu'elle a été particulièrement bien mise en scène, eh bien, Saskia explique qu'on est passé de 16 déjà térabytes de données sur un seul tableau à 600 térabytes de données. Et que l'ambition du Rijksmuseum, c'est pour toutes ces pièces majeures comme l'est la ronde de nuit, d'avoir cette même dynamique de redigitalisation avec justement les nouveaux procédés encore plus précis et qui leur permettent des analyses de tableaux qui sont absolument extraordinaires. Mais si je me ramène à vous, vous allez me dire, le Rijks, c'est un musée à part. Non, pas tant que ça. Vous parlez de gigapixels, vous parlez de scan 3D de vos sculptures. Vous avez quasiment tous fait du Matterport et scanné en 360 votre bâtiment pour avoir des visites en ligne. Et de toute façon, maintenant, on voit même apparaître des nouvelles sources de recherche, puisque les expositions jusqu'à maintenant temporaires n'étaient pas scannées. On n'en avait pas la mémoire. Avec ce principe, on va en avoir la mémoire. Donc, on génère aussi de nouveaux savoirs à travers ça. À ce à quoi se rajoutent les contenus. Les contenus, de plus en plus, malheureusement, utilisent, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils utilisent
beaucoup plus de données que la simple mise en ligne d'une image. Et encore, Karl vous a montré à quel point déjà cette image pouvait peser lourd. Donc la vidéo, le podcast, le webinar même éducatif, combien de webinars, de visites de musées ont été faits pendant le confinement. Donc les contenus génèrent aussi de la data. Celui que vous connaissez peut-être le plus facilement, c'est celui des visiteurs. Le Cleveland Museum qui fait 55 000 mètres carrés, c'est-à-dire 2 fois en fait le PBA en surface, c'est 105 points de Wi-Fi. Maintenant, on n'imagine pas un musée sans Wi-Fi. Et à tout endroit du musée, eh ben, ça représente 1 à 2 millions de données brutes par jour. La simple consultation de l'onglet collection, c'est 0,4 gigabytes par jour. C'est même pas d'ailleurs concevable. Gigabyte, terabyte, on n'arrive même plus à savoir quelle dimension ça donne en nombre de 0 ou de 1. Mais dans le cas, par exemple, du Cleveland Museum, ça nécessite 8 services sous cloud. Donc là aussi, on voit apparaître des stratégies qu'il va falloir mettre en œuvre pour gérer tout ça. Et si je continue sur cette notion de big data, volume, variété, mais surtout interconnexion qui va permettre une vélocité. Pourquoi? Et je me repose encore sur, parce que c'est un webinaire qui est extrêmement riche justement en données autour de la data et de conception des architectures de data. Le Cleveland a bien voulu partager en fait son architecture data. Et c'est très impressionnant et de plus en plus vous allez y arriver. Vous allez me dire le Cleveland c'est pas moi, mais non, vous avez déjà potentiellement un CRM en action s'il n'est pas mis en place, vous l'avez déjà prévu. Vous allez prévoir un DAM pour gérer vos images. Parce que pourquoi? Tout bêtement parce que votre community manager vient vous voir et vous dit j'en peux plus, j'ai 7 réseaux à gérer. Si je n'ai pas instantanément la possibilité d'accéder aux métadatas qui sont justes, à la bonne image qui est juste, je vais pas arriver à faire mon job correctement. Donc, vous pensez à un DAM. Et c'est exactement ce qu'explique Jen Alexander en disant les départements technologiques doivent maintenant se coordonner avec les départements numériques pour construire en fait des infrastructures à la fois IT, numérique pur, mais en liaison avec le bâtiment pour faire que ces bases de données soient fluidifiées et arrivent jusqu'au consommateur final qui est le visiteur, qu'il soit en ligne ou qu'il soit in situ. Le tout pour créer des expériences. Et quand on parle de tout ça, en fait, c'est ce qui va créer de la valeur. Et quand on parle de vélocité, Jen donnait comme exemple le fait qu'ils ont la capacité qu'un de leurs conservateurs travaille chez lui, mette à jour une fiche technique sur un objet, télécharge une nouvelle image, et dans les 10 minutes qui suivent, en fait, le visiteur aura accès à cette nouvelle image sur leur mur numérique qui est à l'entrée du musée. Donc, vous voyez, volume, variété, rapidité de mise en service suffisamment de cette image et interconnexion de tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas encore fini. Parce que finalement, non seulement on a des big data, mais on a ce que je me suis amusée à appeler du big bang data. C'est-à-dire que vous pouvez encore enrichir même les données de votre propre musée. Vous ne vivrez plus en vase clos. Et c'est la particularité de la qualité de l'enrichissement des datas. C'est que ces datas, plus elles parlent aux autres datas, plus elles sont intéressantes. Et pourquoi? Par exemple, je vous ai donné il y a 2 ans, c'était en 2020, voilà, dans le contexte d'un webinaire qui a été mené par Correspondance Digitale, dans le cadre de l'IESA, l'exemple de la National Gallery, qui repense complètement en fait la gestion en fait de ces expositions temporaires en ayant fusionné 250 points de données au sein du musée, mais en les ayant connectés à des données de Wikipédia, à des données de météo, à des données même de géolocalisation. Ils vont chercher des données d'autres musées pour enrichir au final la dynamique en fait de gestion de leur exposition temporaire. C'est donc un cercle vertueux, et un cercle vertueux qui va vous être aussi poussé finalement par vos tutelles. C'était Pierre-Yves qui en parlait en amont. Les tutelles, en fait, désormais se mettent en open data. Je vous ai mis l'exemple là du Centre Val de Loire où vous avez accès aux data
des musées, c'est-à-dire la fréquentation des musées. Et donc, vous pouvez voir comment vous pouvez vous positionner, vous, par rapport à la fréquentation de la région, ce qui peut être très intéressant pour créer des ponts et des dynamiques aussi commerciales derrière. Donc, la data n'est intéressante que si elle a de la valeur et qu'elle est enrichie et qu'elle est maîtrisée. Donc, vous l'aurez compris, la data, c'est d'abord une vision stratégique. Pourquoi? Parce qu'accumuler de la data, et j'ai employé la métaphore du tonneau des Danaïdes que vous connaissez tous bien, ça ne sert à rien de créer de la data et d'accumuler de la data si on ne la transforme pas en information, si on ne la transforme pas en connaissance et si elle ne vous permet pas de prendre des décisions derrière. Alors, comment démarrer? C'était Bruno Gervaux en début de séance qui disait le plus difficile, en fait, c'est qu'on n'a même pas conscience déjà de ce qu'on a dans les mains. Et je crois que peut-être la première étape, c'est de faire un état des lieux pour justement prendre conscience de toute la data que vous avez dans les mains. Et en posant des questions toutes simples, quel est le département qui produit de la data? En quelle quantité? Dans quelles conditions? Est-ce que justement ce sont des data RGPD? Est-ce que ce sont des data qui sont éthiques? Est-ce que j'ai le droit ou non de les utiliser? Et vous allez aussi, petit à petit, vous poser donc la question pour qui et pourquoi? Et finalement, en posant la question pour qui et pourquoi, vous allez basculer sur cette différence entre data et information. Parce que vous allez faire la différence entre les départements qui produisent de la data, mais qui ne produisent pas de l'information. Pourquoi? Parce que c'est de la data brute et on n'en a rien fait. Et vous allez donc vous poser la question, à quoi sert cette information? Quelle décision elle m'a permis de prendre? Et à qui s'adresse cette information? Parce que l'une des notions qui est en train de beaucoup évoluer sur la prise en charge de la donnée, et ça, quel que soit, je dirais, transversalement le secteur, c'est que la data n'est pas pour la hiérarchie uniquement, loin de là. Au contraire, si vous voulez avoir une dynamique de données, de data au sein de votre musée, cette data doit être transparente et distribuée au plus grand nombre pour que cela devienne finalement une sorte de réflexe et une sorte de dynamique. Et donc, vous pourrez finalement, en faisant cet état des lieux, vous apercevoir justement de cette différence entre data et information. Vous vous apercevrez qu'il y a des silos, que deux départements qui ont des informations qui pourraient être parfaitement complémentaires ne se parlent pas, qu'il y a des pratiques déficientes, dont parlait Karl précédemment, qu'il n'y a pas d'interopérabilité. C'est dommage, les systèmes ne se parlent pas. Vous avez une superbe table tactile qui demande en fait à vos visiteurs de rentrer un email et finalement cet email ne remonte jamais dans votre CRM ou même tout bêtement dans votre feuille Excel de gestion de vos emails. Et c'est fort dommage parce que c'est un contenu que vous perdez et qui peut être extrêmement précieux. Puis vous allez vous apercevoir aussi que deux services, que deux départements produisent la même data et que finalement il y en a peut-être un qui est plus légitime à la produire que l'autre et que celui que vous allez débarrasser de cette tâche pourra faire quelque chose de beaucoup plus intéressant dans son domaine. Donc, une fois que vous aurez fait cet état des lieux, l'idée, c'est vraiment de passer à l'unification de la data. Et l'unification de la data, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut quand même en prendre conscience, c'est-à-dire de passer du data swamp, des marécages de la data brute, à un beau lac dans lequel vous pourrez puiser pour sortir justement de l'information, va vous obliger à changer de mentalité. Ça va être la fin des silos, ça veut dire que les départements ne pourront pas garder la donnée pour eux, la donnée doit être partagée pour qu'elle soit la plus efficace possible. Ça va être aussi la fin de l'opposition du musée physique et du musée en ligne. Je crois que l'année dernière déjà a beaucoup brisé cet état des lieux, mais de plus en plus on se rend compte qu'il faut une continuité du musée. Comme dans l'architecture que je vous ai montré en amont, il n'y a pas de coupure. C'est aussi la fin des projets parfaits. Et ça, peut-être, c'est une petite pique quand même à le dire, Florence, dans le jardin de l'IT. C'est-à-dire que les architectures IT parfaites qui doivent durer 20 ans, ça n'existe plus. Il faut des architectures qui soient souples, qui peuvent s'adapter à de nouvelles situations. Qui aurait pu penser le confinement? Personne. Il faut également, comme je vous le disais précédemment, que les data ne soient pas pour des happy few, sous-entendu uniquement la direction. Il faut vraiment que ce soit une dynamique partagée. Alors, le plus simple,
finalement, c'est de… Pardon, je suis allée un peu vite. C'est de se dire que la data doit commencer par résoudre des problèmes. Et c'est peut-être par là que vous pourrez prendre les choses de manière sereine. Et les prendre d'autant plus sereinement que vous partez d'un petit problème. C'est-à-dire que dont vous vous sentez la capacité de pouvoir le mettre en œuvre. Ça ne sert à rien de partir sur des projets gigantesques où on n'arriverait jamais au bout. Et je prendrai l'exemple français qui le clame haut et fort, il suffit d'aller sur leur blog, c'est la dynamique de la BNF, qui est pour moi un des modèles peut-être les plus performants en termes de transformation digitale et qui reconnaît elle-même qu'elle est partie de petits problèmes pour finalement monter petit à petit la capacité de Gallica. Et c'est en sentant les choses sur des petits problèmes que finalement elle a pu passer à un plus gros problème et encore un plus gros problème et que maintenant elle gère un cloud énorme avec des données complètement en ligne, interopérables et interopérables pas seulement en France mais aussi à l'étranger. Donc c'est ça qui est important. Et la manière dont on peut aborder le problème et utiliser la data comme un outil pour agir et décider, c'est poser les choses très simplement. C'est des questions toutes simples. C'est quel problème vous souhaitez résoudre? Comment vous feriez différemment si vous possédiez une meilleure information? De quoi avez-vous besoin en termes d'interface, en fait, pour manipuler cette donnée? Parce que la visualisation de la data, là aussi, il faut une démocratisation de la data. Il faut que tout le monde s'en empare. Il ne s'agit pas de faire un tableau Excel auquel personne ne comprendra rien. Non, maintenant, il y a de la data visualisation qui vous permet de faire des camemberts, qui vous permet de faire des choses extrêmement visuelles qui parlent immédiatement. Et de vous poser la question de dire, finalement, OK, j'ai posé déjà ces 3 questions, est-ce qu'il y a de la donnée que j'ai déjà récoltée et qui répondrait potentiellement à mon problème? Et de voir l'état de cette donnée. Est-ce qu'elle est légale? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Est-ce qu'elle est éthique? Oui, parce qu'il y a des raisons éthiques maintenant qui se posent dans la gestion de la donnée et de plus en plus. Vous avez vu tous les problèmes éthiques dont on entend de plus en plus parler autour de l'intelligence artificielle. Donc, être très précautionneux dans la manipulation de ces datas. Mais déjà, quand vous avez répondu sur un petit problème à ces 4 questions, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, finalement, c'est de vous faire épauler. Parce qu'il faut quand même être honnête, vous allez mettre les pieds dans quelque chose qui n'est sûrement pas votre formation de base, peut-être pour lequel vous n'avez pas forcément tout le temps qu'il faudrait pour vous former totalement, ou même une appétence. Sauf que eh bien, ces nouveaux métiers, ils sont demandés par tout le monde. Je pris le cas du data scientist, mais il y a d'autres métiers autour de la data qui viennent s'imbriquer. Et la problématique, c'est que malheureusement, le public, et donc en grande partie les musées en France, sont mal placés en termes de compétition. Donc, vous allez être obligé de penser justement encore stratégie. Est-ce que c'est de l'externalisation? Est-ce que c'est de la mutualisation de quelqu'un que vous embauchez sur plusieurs musées? De toute façon, vous allez passer par de la formation de vos équipes. Il faut qu'il y ait un minimum, un plancher minimum de maîtrise de la data, en tout cas de compréhension de ce qu'on peut en faire. C'est peut-être ça le plus important. Ce n'est pas la partie technique, c'est de la compréhension de ce qu'on peut en faire. Les Anglais sont très forts là-dessus. Regardez si vous avez la possibilité, je reparle toujours, mais pour moi, c'est en termes de formation des personnels de musée, je trouve que c'est un des plus avancés, c'est le one by one anglais. Alors, dernier point, regardez aussi si vous avez besoin d'aspects financiers pour vous aider, c'est le moment ou jamais. Horizon Europe 2030 est en train de libérer du budget et il a mis la culture au centre, ou plutôt la numérisation de la culture au centre de ses ambitions. Donc là aussi, vous pouvez trouver des aides financières qui vous permettraient d'embaucher, en tout cas momentanément pour démarrer, ce type de profession. Et ce type de profession va vous permettre de penser à quoi? De penser les étapes, c'est-à-dire la récolte des données, parce qu'il faut que vos données soient fiables, qu'elles soient interopérables, qu'elles soient intelligemment consolidées, qu'elles soient convergentes, c'est-à-dire qu'elles convergentes vers un même but, qu'elles servent à une chose donnée que vous avez définie en amont, qu'elles répondent à des normes RGPD, qu'elles répondent à des normes éthiques, de représentativité,
d'accessibilité, on l'a vu précédemment, puis d'organiser ces données. D'organiser, comme je vous disais, avec des architectures IT qui soient évolutives, qui soient modulables. Vous allez vous poser des questions de stockage et de souveraineté. On en parlait précédemment avec Pierre-Yves sur la notion effectivement des GAFA. Comment vous allez gérer malheureusement, c'est souvent eux qui vous proposent les stockages. Sauf que où est-ce que vos données vont être stockées? C'est des questions fondamentales qu'il faut vous poser. La gouvernance, bien évidemment, parce que si un conservateur ne souhaite pas que tout le monde mette la main dans la base de ses collections, et ce qui est tout à fait compréhensible, ce n'est pas pour autant qu'il doit la garder pour lui. Il doit l'ouvrir. De même pour les équipes digitales. Le Google Analytics n'est pas fait que pour l'équipe digitale. Elle doit expliquer aux conservateurs comment procède finalement le visiteur de musée. Et donc, le partage est absolument fondamental. La cybersécurité est une notion qui dépasse même largement les musées. L'exploitation pour arriver à de la smart data. Et un dernier point, qui est la notion de maintenance, parce que c'est souvent celui qu'on oublie, c'est-à-dire la pérennisation des données. Ça ne sert à rien d'avoir des listes d'emails où les 3/4 sont obsolètes. Et je ne prendrai que cet exemple-là, mais il y en a des milliers et on pourrait les lister et je pense que ça ferait une très, très, très longue liste, malheureusement. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous désespérer pour tout ça, mais surtout de vous montrer que ça va vous servir à optimiser, en fait, votre quotidien. Dans les collections, ça va vous permettre d'optimiser votre écolement. Ça va vous permettre aussi d'optimiser, par exemple, la gestion des pièces que vous prêtez à l'extérieur. Ça va vous permettre, on a parlé de IIIF, de 3IF, de Link Data, d'Open Data avec Karl. Il est évident que vos métadatas, si on peut les connecter avec d'autres musées, ça va être d'autant plus enrichissant. Si vous pouvez comparer des images de vierges, peut-être vous allez découvrir enfin que le tableau qui est sans nom, eh bien, peut-être il pourrait potentiellement être attribué à tel peintre. Et votre objectif finalement en tant que conservateur, c'est l'accessibilité de vos collections au plus grand nombre. Et pourquoi j'ai mis ça en jaune? Parce que vous voyez que vous basculez immédiatement vers un autre département, qui est celui qui gère les visiteurs. Et ou celui qui gère les contenus en ligne. Et donc, vous voyez à quel point vos data, vous ne pouvez pas les penser seuls. Le IIIF, je vous donne un exemple concret, il a servi au Getty à mettre l'ensemble des collections sur Animal Crossing pendant le confinement. Animal Crossing, c'est le jeu qui a permis, qui permet de découvrir à un jeune âge vos collections en ligne. Donc, vous voyez que vous avez des dynamiques. En fait, c'est une sorte de jeu de domino. Dès que vous ouvrez une boîte de Pandore, il y a quelque chose derrière. Et il faut avoir cette agilité de vous dire, OK, je vais faire ça, mais il faut d'abord que j'en parle au département voisin pour voir comment on va mieux coordonner les choses. Et c'est la même chose sur les visiteurs. Les visiteurs, c'est aussi penser à de la rentabilité. Je viens du marketing, la rentabilité est importante et c'est votre résilience. Je crois qu'il y a beaucoup de musées qui vont fermer la porte, malheureusement, après ce confinement. Peut-être s'ils avaient été plus en ligne, ils ne l'auraient pas fermé, je ne sais pas. Mais c'est comment, quand vous avez capté un visiteur par l'intérêt des collections, vous pouvez en tirer un peu plus que prévu. Et même en termes intellectuels, c'est-à-dire, ce n'est pas que financier, c'est comment je peux mieux le former à être un meilleur, on va dire, participant de la société. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je ne vais pas m'attarder sur les deux derniers parce qu'ils sont trop récents, mais l'idée, c'est vraiment de gérer, en fait, vos big data de telle manière à ce qu'elles deviennent de la small data, mais par contre, donc peu de data qui, elles, sont intelligentes. Et non pas pour penser que vous allez devenir finalement piloté par la data. La data, c'est rien sans l'homme. Et je le réaffirme de manière très, très forte, c'est vous qui décidez. Mais par contre, elle vous aidera à avoir des décisions qui sont concrètes, pas indiscutables, mais en tout cas pragmatiques, on va dire. Et si vous arrivez avec un objectif de tableau de présentation aussi agréable que celui du maître sur ces digital analytics, eh bien, vous aurez gagné.
Et finalement, ça revient à ça, c'est-à-dire la stratégie data, c'est celle qui est au cœur de la transformation digitale. Et ce n'est pas que celle qui est au cœur de la transformation digitale des musées, c'est celle qui est au cœur de la transformation digitale de tout système finalement actuellement, de tout secteur actuellement de l'économie. Et ce qui vous permettra de maîtriser à la fois les risques, et nous venons d'en vivre un très gros, mais aussi la compétition, et pas une compétition intra-musée. Parce qu'au contraire, plus vous partagerez vos datas, que ce soit des données d'analytics, que ce soit bien évidemment les collections, mais que ce soit aussi des données, comment gérer un bâtiment, ou même optimiser les collaborations, eh bien, ce sera la survie de l'institution. Je parle volontairement de survie par rapport à ce que nous venons de vivre, mais c'est la pérennité, en fait, de vos institutions qui se joue là au travers de la data. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, c'est beaucoup de théorie, mais concrètement, eh bien concrètement, je reviens à notre sujet du jour, c'est-à-dire l'open data. Vous avez une mission, c'est rendre accessibles les collections au public le plus large. Bah, réflexe, c'est que me disent les données. Bah, les données, j'ai un peu regardé vos fréquentations à tous, enfin de la taille du Palais des Beaux-Arts de Lille. Au mieux, l'année où vous avez une exposition phare, vous recevez dans vos locaux, parce que vous avez fait un peu de pub et ainsi de suite, 500 000 visiteurs par an, au mieux. En ligne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez au mieux, et avec toute la volonté du monde, hein, bonne volonté du monde, c'est-à-dire que c'est absolument pas un jugement sur les équipes, c'est un jugement, c'est la réalité. Vous n'arriverez qu'à 1,4, 1,5 million de visiteurs uniques, et encore je dis unique, je pense que je suis très très gentille avec vous, au maximum par an. Donc, vous arrivez très rapidement à un problème, qui est celui-là. C'est que si vous considérez que vous n'avez touché que 2,6% de la population qui est branchée sur Internet actuellement, moi, je ne considère pas que vous avez accompli votre mission. Et encore moins si on regarde au niveau mondial. Alors, poussons le bouchon un petit peu plus loin. Encore une fois, que me disent les données? Eh bien, je vais sur mon Google Analytics et je me dis, tiens, comment je pourrais optimiser l'existant? D'où viennent les visiteurs? Et qu'est-ce que je vois? Bah, tout bêtement, dans mon Google Analytics, c'est une fausse page, hein, cherchez pas, les chiffres ne sont pas bons, c'était juste pour vous montrer que vous allez et vous voyez apparaître Wikipédia. Et là, quand je dis que la data n'est d'abord une réflexion d'humain et non pas des chiffres qui s'alignent, c'est que là, vous vous dites comment, finalement, je vais gérer ces visiteurs qui viennent de Wikipédia. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à, finalement, trouver une sorte de partenariat avec Wikipédia? Alors, si vous avez un intérêt je crois que j'ai sauté une... pardon, je suis allée trop loin. Vous avez un intérêt très direct qui est celui de... voilà, Pierre-Yves en a parlé, 30 millions de connexions sur Wikimedia France. Wikipédia, c'est le 6e site le plus visité au monde. C'est les dernières actualités, là, hein, c'est celles qui viennent de tomber. Donc, inévitablement, quelqu'un qui fait une recherche, et je me suis amusée à le faire, j'ai pris Marbre, Donatello. Florence m'a autorisée à le faire parce que je suis un peu méchante avec elle, mais je pense qu'elle a justement, elle vous a ouvert sa problématique et je pense que vous la partagez tous. J'ai fait donc Marbre, Donatello. Qu'est-ce que je vois apparaître sur la page 1 de Google? Eh bien, je vois apparaître Wikipédia. Et j'ai fait l'exercice. Est-ce que le PBA, parce que je sais que le PBA a un super bas-relief de Donatello, digne vraiment des plus grandes œuvres de ce sculpteur, eh bien malheureusement, le lien se trouve en page 3 de Google. Et vous connaissez la blague. Où est-ce qu'on peut placer un cadavre si ce n'est en page 2 de Google? Personne n'y va. Donc voilà, donc ça veut dire que je vais cliquer sur la page 1 et je vais cliquer sur Wikipédia. Donc j'ai cliqué sur Wikipédia et là, oh joie, en tout cas pour Florence, au moins, il y avait déjà du contenu autour de son bas-relief et un lien qui renvoyait sur une page qui était parfaitement formée du musée du Palais des Beaux-Arts de Lille. Mais petit problème qui m'a fait tiquer, c'est que quand je regarde la photo du fameux bas-relief de Donatello, eh bien, elle ne provient pas du musée.
Alors, autant le Wikipédien qui l'a mis en ligne, franchement, comme il n'y avait pas accès à l'œuvre, il a déjà donné une qualité de photo qui est plutôt exceptionnelle, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas la faute des Wikipédiens, tout bêtement, ils ne peuvent pas avoir accès à l'objet pour en faire une photo de qualité. Et ça, c'est un problème pour celui qui va visiter en fait vos objets. Et c'est d'autant plus un problème que la réalité, c'est celle-ci. C'est que plus vous avez de la qualité au travers de Wikipédia, plus les personnes vont être enclins à venir sur votre site chercher du contenu encore plus qualitatif. Plus vous allez apparaître, et là nous sommes entre nous et entre musées français, mais de soft power. En ce moment, Pierre-Yves le mentionnait au début, ce sont les anglo-saxons hein, qui occupent la place. Et je trouve ça personnellement dramatique. Et si vous ne preniez que, j'ai pris le cas du Met, mais faites le même rapport. Lorsqu'ils ont mis en ligne leur collection sur Wikipédia, sur l'armure d'Henri VIII, ils sont passés, enfin, ils avaient 180 personnes qui voyaient l'armure de Wikipédia sur leur site. C'est le site du matin, donc ils font de la pub, hein, 180 personnes. Ils sont passés sur Wikipédia à 400 000 personnes qui voyaient l'armure de Wikipédia. Et même s'ils ne prenaient que 5% des gens qui basculaient avec le lien sur le site du musée, eh bien, ça leur faisait 20 000 vues de plus. Et c'est ça, en fait, qu'il faut intégrer dans la notion d'open data, c'est que non, votre marque musée, elle n'arrivera jamais à monter, et là, je parle en termes marketing, puisque c'était vraiment mes premières données, elle n'arrivera jamais à lutter dans l'univers général. Et que donc, vous avez besoin d'alliés pour que les gens découvrent vos collections. Mais une fois que vous avez capté cette personne, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire de continuer à être data-orienté. J'ai récupéré ces personnes. Elles vont me permettre effectivement d'augmenter mon nombre de personnes qui va me voir voir mes collections sur mon site internet, mais peut-être qu'aussi je vais travailler la manière dont je vais les faire basculer sur mon site internet. Et ça, c'est aussi se donner des objectifs par an. Et ça, c'est très important aussi dans la gestion de la data. C'est pas juste j'attends qu'ils arrivent. Non, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils arrivent sur mon site? Et là aussi, j'ai mis juste 10%. C'est un objectif, mais la partie internationale peut être intéressante. Et je vais même encore plus loin, c'est-à-dire que le parcours de data, c'est je dois aller vite. Je termine très rapidement. Termine élégamment, et si on souhaite laisser du temps aux échanges, ce sera parti. Je fonce, mais l'idée, c'est vraiment que ce n'est pas non plus que du 0 et du 1. C'est-à-dire que quand vous l'avez capté en termes de découvrabilité, la personne qui vient sur le site, vous l'avez capté aussi en termes de pouvoir d'achat potentiel pour votre musée, comme un donateur, comme un membre, comme un acheteur de votre boutique. Et vous pourrez aussi, grâce à la qualité des données que vous aurez mises en ligne, générer des relations avec les archives, on parlait de IIIF, avec d'autres bibliothèques, avec d'autres musées, avec les universités qui vont vous apporter la connaissance du machine learning, avec comment ça s'appelle, de jeunes startups culturelles également, avec qui vous allez pouvoir mieux collaborer. Donc, c'est aussi tout un système qui se met en branle. Et je vous signale, juste parce qu'on parlait justement de la gestion des collections pour améliorer le storytelling derrière, il y a 2 projets que vous devrez regarder actuellement qui sont Curator, qui vient d'Allemagne, et un projet qui s'appelle Troubadour, qui sont en train absolument de révolutionner les CMS. Donc les Content Management Systems, justement grâce à l'interopérabilité des données culturelles. Et donc pour conclure finalement, ce que je voulais vous raconter à travers toute cette histoire, c'est que la data, c'est d'abord une histoire d'humain, c'est relier les chiffres aux connaissances, aux comportements et aux personnes pour faire en sorte qu'on, et là je me suis permis de détourner le nouveau slogan d'Orange Business, qu'on turn data into tada! Donc, l'idée, c'est un musée résilient. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Et merci à vous pour votre écoute un peu longue. J'en suis désolée. J'arrête.
Merci Elisabeth, c'était passionnant et incroyablement pédagogique, donc on ne pouvait pas te couper la parole pour un rapport un peu trop minuté au temps. Je sais qu'il y a eu des questions, des remarques de la part de nos participants. Je pense que du côté du musée, nous allons pouvoir libérer enfin les micros et les caméras de ceux qui souhaitent pour poser les questions que vous souhaiteriez partager les uns les autres. J'attends de voir si voilà, les micros vont pouvoir être... En tout cas, c'est fait. La voie est libre pour ceux qui veulent manifester. Enfin, en tout cas, pas manifester, mais en tout cas intervenir. En levant la main, peut-être chacun votre tour pour que ce soit clair pour tout le monde. Avant de lancer peut-être les questions, Héloïse, est-ce que tu avais noté des remarques ou des questions qui mériteraient d'être partagées plus largement? Alors oui, on a dans le chat, on a des très belles questions. Tout d'abord, des questions riches et des questions aussi de clarification de certains éléments. Après, peut-être si des personnes souhaitent dès maintenant se présenter et poser les leurs avant qu'on passe à celles qui ont été soulevées pendant les échanges, c'est l'occasion. Sinon, je passe avec plaisir à celles qui ont été réunies pendant les échanges. Et je crois que il me semble que personne ne lève la main. En tout cas, pour l'instant, donc je me permets du coup de vous les transmettre. Les premières, elles sont toutes simples. C'est tout d'abord, on demandait quels étaient les 2 musées mentionnés dans la présentation de Carl Pinault, comme étant les 2 musées, donc les 2 sites de musées qui proposaient des ARC, des ARK, pardon. Donc la question est pour Carl de précision et aussi peut-être si ce serait possible de revenir sur les normes qui ont été mentionnées, donc ARK, 3IF, API, qui sont peut-être moins familières à certaines des personnes qui nous écoutent. Pour les 2 musées, alors bon, là encore, faut être, c'est relatif et pas du tout absolu, hein, parce que donc ce sont les 2 musées parmi les 100 plus grands. Donc en l'occurrence, c'était les musées de Besançon de mémoire et le musée de l'Armée, je crois, qui en avait. Alors depuis, comme je le disais, donc le musée du Louvre les a mis aussi sur son site collection. Donc en fait, ça se développe et là encore, les données sont plus trop à jour parce que ça date d'il y a quasiment 6 mois. Et après, pour revenir sur les concepts, alors ARK, c'est effectivement je crois que c'est Omer qui a détaillé ça dans le chat, c'est une méthode pour définir des URL normalisées, donc des URI même plus spécifiquement, normalisées pour les œuvres qui sont mises dans les collections. Et ça permet notamment d'éviter que lorsque vous changez de système technique, de site web par exemple, eh bien, toutes les URL qui pointent vers les fiches de vos œuvres sur votre site collection soient cassées, et donc typiquement que toutes celles qui auront été mises sur Wikipédia ne soient plus accessibles par la suite. Ensuite, une API, c'est une interface qui permet de requêter un service numérique justement sans interface graphique la plupart du temps, ce qui permet notamment d'aller récupérer des données sur un serveur de manière normalisée. On sait ce qu'on demande, on sait ce qu'on va récupérer en retour, et c'est quelque chose qui est particulièrement populaire chez les développeurs maintenant, qui est même systématisé, j'ai l'impression, un peu dans tous les nouveaux systèmes d'information qui sont mis en ligne. 3IF, c'est International Interoperability Image Framework, donc qui est un ensemble de spécifications qui a été notamment développé par le Getty, mais aussi par un certain nombre d'institutions internationales et en France, notamment Biblissima. Donc c'est un ensemble de spécifications qui permet de gérer les images en contexte d'histoire de l'art, en contexte historique, et qui est vraiment super parce qu'en gros on peut manipuler une image directement à partir de son URL. Donc ça permet de récupérer les images sans avoir à les stocker sur son propre serveur. On peut les utiliser directement depuis le serveur de l'institution cible, et puis on peut faire plein de choses avec, donc c'est vraiment top. Ça a été notamment implémenté par Europeana. Il me semble que Wikipédia, je me demande si vous n'avez pas un serveur 3IF à Wikipédia maintenant, qui arrive. Et la dernière spécification que j'avais donnée, non, je crois que c'était tout, ça devait être les 3. Et je peux laisser Pierre-Yves répondre sur Wikipédia et 3IF. Oui, effectivement, il y a un serveur test 3IF et la Fondation est en train de réfléchir à le déployer en production. Je crois qu'elle fait le tour des institutions culturelles, voir s'il y a une demande
un besoin chez les acteurs. Comme tu l'as rappelé, c'est encore balbutiant, à part Européana qui l'a déployé. Il n'y a pas encore beaucoup d'acteurs, notamment en France et même dans le reste du monde, à part quelques très grands acteurs anglo-saxons qui utilisent ça. Mais c'est l'avenir, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on duplique tout. C'est assez absurde. On le voit notamment du côté de Wikimedia, on duplique toutes vos photos, ce qui est totalement absurde. Quand vous mettez à jour vos métadonnées, Wikimedia ne les met pas à jour. Donc on va assez vite avoir un problème à ce niveau-là, je crois, au niveau mondial du web. Et il me semble que, Elisabeth, vous aviez des précisions justement sur les 3 IF, si vous voulez peut-être les aborder avant qu'on passe à la question suivante. La conférence a eu lieu la semaine dernière et il y a eu un bond technologique. Alors, vous l'aurez compris, moi je ne suis pas une tech, mais donc je ne m'aventurerai pas à vous expliquer exactement. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai suivi parce que je veux comprendre en fait moi les usages derrière pour justement après me retourner vers le tech et lui dire est-ce que ça c'est possible dans tel contexte. Et l'ensemble en fait des projets qui ont été présentés sont absolument époustouflants. Et je vous en citerai qu'un. En ce moment, par exemple, il y a une jeune équipe en Belgique qui est en train d'associer des bibles sur l'ensemble du territoire européen en utilisant le AAAF. Et elles sont alors elles ont puisé déjà et elles étaient très, très contentes, c'est pour ça que je le signalais, dans les données de la BNF. Mais par exemple, la Bibliothèque de Lyon a une Bible qui les intéressait, qui n'est pas en AAAF et qui ne peut pas intégrer leur projet. Ce qui est extrêmement dommage parce que, paradoxalement, le contenu de cette Bible était très important pour leur projet de recherche, qui est un projet essentiellement d'enrichissement de données autour de cette période. Donc oui, le AAAF est en train d'évoluer très rapidement et de manière très souple, et c'est encore une fois une communauté, mais à l'anglo-saxonne, extrêmement ouverte et dans le partage. Alors oui, avec la contrainte qu'il faut tout suivre en anglais, c'est certain, mais parfois on peut obtenir des traductions Google qui en tout cas vous permettent de comprendre grosso modo de quoi il se passe. Voilà, les traductions de vidéos sont quand même de plus en plus optimisées. Merci le Natural Language Processing. Très bien, merci beaucoup. Je vais me permettre de glisser sur les autres questions en remerciant aussi les personnes qui ont fait des remarques dans le chat et des petites précisions pendant les présentations. On a Nicolas Meulard, pardon si j'écorche d'ailleurs votre nom, qui a posé un très grand nombre de riches questions assez stratégiques justement sur les données, sur l'ouverture des données, en se demandant si on n'était pas encore dans une phase d'expérimentation, si on savait véritablement quels étaient par exemple les indicateurs essentiels, quelles étaient les opportunités, les objectifs de ces stratégies d'ouverture des données qui sont en évolution constante. Et il se demandait justement comment on pouvait aussi préparer les données pour les partager, comment les présenter, et aussi à partir de quel moment présenter ces bases de données au public, s'il fallait les présenter lorsqu'elles étaient encore en progrès, lorsqu'elles étaient encore en création, ou s'il fallait justement profiter de l'intelligence en quelque sorte des foules et d'utiliser justement les usagers et leur retour pour avancer. Donc ça fait un grand nombre de questions en une seule, mais pour résumer, donc comment ouvrir les bases de données, quand les ouvrir, et est-ce qu'on n'est pas encore justement dans cette phase d'expérimentation? Je ne sais pas qui de vous trois voudrait commencer dessus. Moi, je veux bien répondre et je te laisse la partie beaucoup plus tech derrière. Moi, je vous recommande surtout d'écouter les autres. Il y en a qui ont déjà essuyé les plâtres pour vous. Regardez tous les webinaires de Paris Musée, regardez, lisez ce qui vient d'être à disposition. Pierre-Yves pourra vous en parler encore mieux que moi, en provenance de le livre blanc du musée de Bretagne. Je pense que c'est le meilleur moyen en fait de comprendre par quel bout vous devez le prendre. Parce que les autres vous auront alerté sur ce qui risque d'être problématique. Donc, vous saurez là où vous mettez les pieds et ce qui reste, et vous donner les bons interlocuteurs justement pour ne pas faire d'erreur. Voilà, je m'arrête là. Moi, pour compléter, j'ai le sentiment, mine de rien, qu'on n'est plus dans une phase d'expérimentation, notamment quand on parle voilà, d'open data ou ce genre de choses. Technologiquement parlant,
On n'est quasiment que sur des technologies maintenant qui sont quand même très robustes. Voilà, on parlait de 3IF tout à l'heure. 3IF, mine de rien, l'API, elle est stabilisée depuis au moins 2 ou 3 ans. Alors certes, il y a des évolutions, mais globalement, c'est des trucs qui marchent et on est plus dans des phases de déploiement. Aujourd'hui, si on veut aller vraiment dans le domaine de l'expérimentation, notamment dans les musées, je pense qu'il faut aller traiter des questions de traitement automatique du langage, traitement automatique de documents, qui sont des super champs prospectifs, et il y a vraiment plein de trucs à faire, et on aura probablement des révolutions dans les prochaines années à ce niveau-là, mais clairement, sur la question des données, je pense qu'on est beaucoup plus dans une phase d'industrialisation que dans une phase d'exploration. Et donc, ce qui manque probablement, c'est des gens qui soient vraiment formés à ces questions-là. Alors, il existe des formations en France sur ces sujets. Je pense notamment à la formation de l'école des chartes qui est vraiment très bien, et je pense qu'il y a pas mal de gens dans le monde des humanités numériques qui en sortent. Mais il y a probablement encore trop peu de professionnels des musées qui sont formés sur ces enjeux-là et qui sont donc à même d'accompagner les projets à ce niveau-là. Mais je pense que globalement, ce qu'il faut, c'est surtout développer, enfin, en réponse à la remarque de Nicolas, c'est que effectivement les données sont en constante évolution. Par contre, la manière de les formaliser, de les structurer et de les stocker, elle est relativement stable. Et donc, il faut distinguer le contenant du contenu. Et justement, tout l'intérêt, c'est d'arriver à produire des contenants qui, eux, vont être pas forcément peu évolutifs, mais qui peuvent évoluer sans remettre en cause le contenu. Et le contenu, après, évidemment, on continue à travailler dessus, mais une base de données qui serait considérée comme figée ad vitam aeternam et dont on ne modifierait jamais le contenu, ça me paraît totalement utopiste. Aujourd'hui, évidemment, tout évolue en permanence. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes, enfin, si vous avez des choses à rajouter, sinon on peut passer aux autres questions, parce qu'on en a une arrivée tout d'un coup dans le chat très intéressante. J'en profite pour poser celle donc de Corinne de Munan, encore une fois, désolée si j'écorche le prénom, qui dit « Pouvez-vous nous en dire davantage sur la stratégie de la MEL pour développer l'open data dans nos domaines culturels ?» qu'on a donc rapidement mentionné au début des présentations. Là, je me permettrai de faire l'appel à nos collègues de la MEL, donc la métropole européenne de Lille, qui peut-être sont présents parmi les participants. Je sais qu'il y avait des inscrits, mais on peut s'inscrire et ne pas malheureusement être présent le jour J en fonction de nos contraintes. C'est un sujet spécifique et politique, donc je préfère que ce soit les représentants de la MEL qui puissent répondre à ce point. Et s'ils ne se révèlent pas d'eux-mêmes, je crois qu'on devra passer à une autre question. Pas l'impression qu'il y a un soubresaut de ce côté-là. Bon. Il ne semble pas, et c'est dommage. Du coup, on va revenir sur une question qui est plutôt très à nous, puisqu'on nous demande comment appréhendez-vous ces problématiques au Palais des Beaux-Arts. Donc, quelle est notre expérience? Florence, je te laisse peut-être répondre à ce sujet, ou Amandine. L'expérience, elle est partagée de manière très honnête, c'est-à-dire avec modestie et en même temps curiosité. C'est-à-dire être conscient d'un constat. Nous ne sommes pas en avance, mais nous nous posons peut-être des questions de manière collective. Et c'est vraiment l'intérêt aussi de ces temps communs avec des vraies expertises de votre part à tous les trois. Et un très grand merci de toute la pédagogie que vous avez partagée avec nous cet après-midi. Justement, tenter de comprendre et de faire comprendre de l'intérêt de toutes ces données, qu'elles soient open data content ou data analyse au sein de nos équipements. Je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie à réaliser en interne. Ça, c'est aussi peut-être un des premiers pas et d'assumer tout à fait un accompagnement spécifique. On s'aperçoit ô combien ces environnements peuvent être techniques, peuvent désarmer, peuvent renvoyer à des micro-spécialités et qui en même temps nous obligent à interroger assez profondément nos habitudes et qui peuvent être différents de grands services au sein d'une même structure culturelle et qui a l'avantage de positionner véritablement une articulation peut-être encore plus franche entre une œuvre, quelle qu'elle soit, et le visiteur,
quel qu'il soit, in situ, en ligne, avec des usages qu'on peut espérer enfin complémentaires. Donc, je ne sais pas qui posait cette question de où en êtes-vous au Palais des Beaux-Arts de Lille, mais je dirais qu'entre modestie, envie et curiosité, soutenue aussi par, bien sûr, nos élus sur cette question qui commence à battre un peu plus fort dans nos services respectifs. Très bien. Bah, merci Florence pour ta réponse. Et c'était, il me semble, je remonte dans le chat, c'était Lucie Ribeiro qui nous posait cette question. Et je vais passer justement à une autre question puisque je vois que le temps file, une autre question qui nous offre une transition un peu parfaite, puisque donc Jérémy, qui est un invité qui n'a pas précisé son nom de famille, nous dit: est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'ensemble des musées labellisés Musées de France bénéficient d'une sorte d'architecture de base commune, au moins pour leur site web, tout en laissant une liberté sur les contenus, ou qu'ils créent au moins un hébergement commun qui pourrait garantir donc la sécurité, les questions éthiques? Ah, voilà la belle question. Un peu épineuse, à laquelle j'ai vu que Karl avait réagi en disant en effet, peut-être que tu souhaites partager ces éléments, Karl, de vive voix. Ouais, effectivement, je répondais à un Humanum des musées en France. Alors, peut-être pour préciser, ceux qui ne connaîtraient pas, Humanum, c'est la très grande infrastructure de recherche, la TJR, dédiée aux humanités numériques dans le monde académique, et qui est vraiment un service qui est d'une exceptionnelle qualité, puisque on peut demander à avoir n'importe quel logiciel, n'importe quel serveur, n'importe quel espace de travail numérique à disposition de manière en plus gratuite quand on est chercheur français ou équipe de recherche pour mener des projets en humanité numérique. Donc en fait, en plus c'est Humanum qui s'occupe de toute la maintenance, de toute la gestion des sécurités, etc. Donc c'est vraiment un service qui est absolument génial. Je crois que d'ailleurs il est ouvert en partie aux institutions culturelles françaises. Je sais que les Archives nationales alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a un moment où les Archives nationales discutaient avec Humanum justement pour déployer leur serveur 3IF dessus. Depuis, Publicima et Humanum ont mis en place une offre spécifique à ce propos. Mais donc, du coup, c'est vraiment top. Et après, oui, voilà, est-ce que le SMF souhaiterait avoir ce type d'infrastructure? Ça, c'est pas à moi de répondre, par contre. Non, mais je sais qu'il y a des yeux et des oreilles à notre webinaire du jour. Moi, je ne suis pas pour la grande infrastructure. Je pense qu'il y a des domaines où elle a lieu d'être, et je trouve que la remarque de Karl en disant c'est étonnant, il y a encore des musées qui n'ont pas leur site internet en propre, mais qui n'ont qu'une page sur le site de leur tutelle. Eh bien, c'est ceux qui n'ont pas pu réagir en temps de confinement. Or, ils avaient des choses à dire. Et je pense que parfois, il vaut mieux des petites choses bien agrégées qu'un gros barnum qui finalement ne sert à rien. Enfin bon, c'est ma position. Mais voilà. Et je pense qu'en plus, on vous demande des problématiques, et ça c'est tout à fait logique, très locales. Donc, vous n'allez pas avoir des problématiques de recherche des collections qui vont être identiques à Marseille et à Lille, et même suivant vos objectifs à vous de quel type de population vous voulez toucher derrière. Donc, se retrouver avec un site sur lequel vous n'avez pas la main mise, même si ce site-là présente parfaitement vos collections, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que ce dont parlait Karl est un site finalement qui est vraiment fait pour une notion de recherche en amont. Et là, pour le coup, oui, agglomérer les données est intéressant. Maintenant, vos problématiques à vous sont différentes pour moi. Si je puis me permettre de rebondir, la question pose aussi, et c'est un peu tout l'objet un peu conclusif de ces webinaires avec vous, un peu de nos indicateurs néanmoins communs qu'on pourrait lever entre musées Beaux-Arts en fonction des spécialités, soyons larges dans notre vision des choses. Et c'est vrai que nous avions envie, et Bruno Girvaud ne pourra pas malheureusement nous rejoindre, donc je le dis absolument
pour lui, nous avions envie de lancer une idée de manière très collective. Est-ce que ce ne serait pas pertinent de lancer l'idée d'une sorte de club informel, de club numérique informel, qui réunirait ceux qui veulent bien, démarrer petitement, tu disais Elisabeth, avec beaucoup encore de pédagogie qu'il faut apprendre aussi à démarrer quelque chose en se posant peut-être des questions un peu de base, mais néanmoins indispensables, et de se dire que peut-être il est temps pour les musées aussi en région, puisque nos grands services ne nous proposent pas toujours, et c'est normal par ailleurs, une instance collective, de lancer un club informel numérique où on pourrait partager avec une méthodologie commune un certain nombre de données. Et on voit combien vos présentations respectives nous montrent aussi que nous devons monter en compétence sur un certain nombre de points, mais qu'aujourd'hui, et je sais qu'il y a nos collègues de Montpellier, de Lyon, de Rouen qui sont présents dans l'assistance, nous partageons des données de Google Analytics de nos sites web respectifs, par exemple, un peu sous le manteau, avec beaucoup d'amitié professionnelle. Et il nous manque sans doute aujourd'hui un rendez-vous annuel où on pourrait, pour ceux qui le souhaitent, vraiment sur une base du volontariat et d'un esprit presque wiki, de partager des données un peu fines et qui vont venir interroger la stratégie aussi de nos établissements respectifs. L'éditorialisation de ces contenus, la mise à disposition d'un certain nombre de données. Donc c'était aussi l'objet de ce temps commun ensemble, de pouvoir, si vous souhaitiez confirmer votre intérêt auprès de nous, de pouvoir commencer à imaginer quelque chose, une sorte de club informel numérique. Je sais qu'il y a... pour avoir échangé avec certains de nos collègues, une envie déjà bien exprimée de pouvoir un petit peu plus organiser ces temps communs. On le voit autour de données qui renvoient vraiment à une vision globale aussi d'un schéma numérique. De la data d'usage, du ticketing, de la billetterie, de pouvoir diagnostiquer ensemble aussi un certain nombre de grands indicateurs. Donc voilà un peu un appel à tous ceux qui sont encore présents un peu avant 16 heures, et sans qu'il y ait de frontières entre nos spécificités et puis notre positionnement géographique. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir regarder de manière analytique ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe à Marseille ou dans d'autres villes. Et je vois qu'il y a des réponses spontanées, et plutôt dans l'aspect affirmatif qui arrive. Est-ce que certains souhaiteraient commenter, prendre la parole sur ce point, compléter cette proposition et les derniers éléments de questions-réponses de ce temps d'après-midi? Il y a des choses à lire. C'est toujours assez difficile de lire et de traduire en même temps quand les voix sont muettes, mais les claviers agiles. Je vois aussi que Corinne Lemunant demande la parole depuis quelques minutes. Peut-être est-ce qu'on pourrait lui activer son micro et sa caméra pour que la question arrive. Donc c'est bon. Peut-être que vous m'entendez déjà. Oui, c'est bon, oui. Oui, bonjour, Corinne Lemunant, Université de Lille, service commun de la documentation. Donc, on a été très intéressés à rejoindre votre webinaire, puisque donc, nous, on est en fait à la croisée entre les aspects culturels et donc la diffusion des savoirs et puis la partie environnement universitaire. Donc c'est vrai que dans l'environnement universitaire, l'État s'est très tôt saisi des directives européennes en matière de sciences ouvertes. Donc il y a une stratégie sciences ouvertes que la France a adoptée déjà en 2018.
Et puis, donc, les universités sont amenées actuellement à adopter leur stratégie sciences ouvertes, et donc il se trouve que l'Université de Lille a adopté la sienne. Donc, il y a tout un ensemble de recommandations sur la diffusion des savoirs de la part donc, des chercheurs qui finalement font de la science citoyenne, contribuent au mouvement de la science citoyenne. Donc c'est vrai qu'on avait un intérêt particulier. Alors c'est vrai que les bibliothèques ont peut-être une longueur d'avance. C'est vrai qu'il y a eu un travail sur les collections, sur les questions de collaboration, sur le principe européen de rendre des données qui soient faires, c'est-à-dire donc fairisées, comme on dit, un atroce mot, mais donc des données faciles à trouver, des données accessibles, des données interopérables, des données réutilisables. Donc là, j'invente rien, hein, c'est la stratégie science ouverte du plan Horizon Europe, hein, qui est là déjà depuis en gestation depuis 2014, mais là, ça va s'accélérer. C'est vrai que, bon, à la fois on est en avance, mais on est en retard sur les données usagées. Et là, pour le coup, je pense qu'on a beaucoup de choses à partager, parce que les bibliothèques, alors mes collègues bibliothèques publiques, s'il y en a, me contrediront peut-être, mais de notre côté, autant sur, j'ai envie de dire, sur l'environnement technologique, il y a peut-être une longueur d'avance, et ces problématiques d'interopérabilité, mais sur la connaissance des données des usagers, là on a du travail à faire. C'est pour ça que j'ai été très intéressée par l'articulation entre vos trois intervenants, puisque finalement on ne fait pas de la technique ni du numérique pour faire du numérique, on fait du numérique à destination des publics, et c'est de plus en plus compliqué de comprendre ces segmentations. Donc dans un premier temps, il y a eu un peu l'éblouissement de la technologie, et puis la technologie c'est bien, mais pourquoi faire ? Donc on a toutes ces problématiques d'éthique qui croisent, et puis là je pense que du coup c'est avec grande humilité que je rejoins votre groupe, en tout cas donc ce sera davantage mon collègue Antoine Matrion, ex-commu Lille, qui est toujours président de Muséomix à titre privé, qui vous rejoindra, mais je pense que donc on est tout à fait à votre écoute. Merci. Je vois qu'une autre personne levait la main. Peut-être si elle veut poser sa question, il serait possible d'ouvrir sa caméra et son micro. Il me semble que c'est Florence Villefort, je crois que je prononce bien. Bonjour, c'est pas grave, c'est Florence Villefort. Ministère de la Culture, délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, anciennement à la direction des patrimoines. Je voulais remercier Elisabeth pour son intervention qui était à la fois très ouverte et vraiment bien ciblée sur la question des publics et des moyens. Et vous dire combien serait précieux pour tout le monde la création de ce club. Voilà, le PBA a toujours des initiatives à la fois très dynamisantes, très créatives. C'est aussi une façon de vous dire que j'entendais tout à l'heure ce désir de centrale qui trouverait une méthode universelle pour la mise en ligne des collections. Je ne parlerai pas à la place du service des musées de France, et on sait que c'est des travaux qui durent depuis bien longtemps avec patience et ténacité, mais par expérience, nous savons tous que ce qui vient de vos établissements, ce qui vient de votre expérience, ce qui vient de votre attachement à vos publics est totalement essentiel. Et à l'instant, quand Corinne parlait de la question des données de fréquentation des utilisateurs, qui soient en ligne ou qui soient sur place, finalement, effectivement, Corinne disait, c'est le fer de lance. Enfin, c'est vraiment la motivation parce que c'est la mission de vos établissements, hein, et les publics sont votre mission autant que celle des collections. Mais il me semble que vraiment, ce club, ces échanges, les livrables qui en sortiront seront autant d'outils, y compris pour de
grands établissements. Je déteste dire le mot grands établissements, parce que les vôtres sont très grands aussi, mais disons ces opérateurs nationaux, parce que les sujets sont communs. Donc oui, faites ce club et puis avancez sur ce sujet qui est un sujet qui est principal parce qu'on sort d'une période de fermeture et je pense que nous n'avons pas encore vu toutes les perspectives qui s'ouvraient ou pas à nous. Et ce que attendaient les publics, on a la très belle étude sur les pratiques culturelles durant la fermeture faite par Anne Jonchery, qui, avec vraiment une grande intelligence et puis une grande prudence, émet quelques hypothèses. Mais nous devons voir ce qui, dans les mois prochains, vont être les attentes et les appétences de nos visiteurs, que ce soit en ligne ou in situ. Donc, ce club va se dérouler, j'espère qu'il va exister, mais j'en suis certaine, avec l'énergie que vous avez tous, c'est certain. Mais il va se dérouler en même temps que nos visiteurs vont revenir ou parvenir, utiliser le en ligne et en même temps venir dans les établissements. Bref, quand tout va se croiser, je pense qu'il ne faut pas être dans l'impatience et dans toutes ces intentions qu'on avait autour du numérique jusqu'à présent sur le fait que tout était gratuit. Merci Corinne de dire que les équipes ont de l'importance, que la formation a de l'importance, que vos élus doivent savoir que le numérique, ce n'est pas gratuit et qu'il faut y mettre des moyens, nos grands établissements de la même manière. Mais en tout cas, je pense que c'est un processus qui doit se faire là dans les prochains mois. Donnons-nous du temps sur ce sujet. Donc voilà, tous mes voeux pour l'avènement de ce club. Merci beaucoup, Florence, de tes encouragements qui nous vont droit au cœur, de notre cœur. Mais qu'on accompagnera. Mais très volontiers, nous sommes à l'aube de quelque chose et je remercie le LAM, le Louvre-Lens, la piscine de Roubaix qui ont déjà manifesté dans le chat leur intérêt. Je crois qu'on a tout intérêt à le jouer ainsi, si je puis dire, et tes encouragements nous sont très précieux. Il y aura sans doute besoin d'un démarrage méthodologique. Donc, on sera aussi heureux de partager avec les services centraux des musées de France. Donc, merci de ton accompagnement. Je vous ai rejoint sur une autre plateforme parce que mon ordinateur a presque succombé à notre webinaire. Donc, je n'ai plus accès aux messages écrits, mais je sais que Héloïse veille sur tout cela. Est-ce qu'il y avait, avant que nous refermions nos fenêtres virtuelles, d'ultimes remarques, questions qui serait bon de partager avant de nous saluer et de nous dire à bientôt, surtout. Héloïse, est-ce que tu as recensé d'autres... Eh bien, ce que j'étais en train de regarder, justement, il me semble qu'on a abordé toutes les questions, ou qu'on a touché en tout cas à tous les points qui avaient été soulevés. Et je crois que c'est bon de notre côté, sauf si quelqu'un a envie de lever la main ou de rajouter une question dans le chat de dernière minute. Alors, ce sera bon. Aucune main ne se lève, donc je pense que nous sommes bons de ce côté. Donc, il me reste à vous remercier. Tout d'abord, nos intervenants du jour pour leur énergie très, très didactique, engagée, où vraiment les notions de responsabilité numérique, on retiendra le terme, d'interrogation aussi de nos références un peu performatives, ont été interrogées par Elisabeth, et puis du positionnement aussi incroyablement généreux d'une encyclopédie en ligne, et pour lequel il y a des passerelles à passer, incarnées par Pierre-Yves aujourd'hui, nous montre que le champ de réflexion est large. Il n'a peut-être jamais été aussi riche que maintenant, c'est-à-dire que les lendemains d'une pandémie à laquelle on ne pensait pas être confronté, interroge véritablement de nouvelles complémentarités d'usage, j'oserais dire presque enfin. Nous sommes à un moment sans doute très favorable pour penser de manière plus collective ces sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, j'invite
tous ceux qui seraient curieux de ce club numérique de prendre contact avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. On pourrait imaginer une sorte de direction tournante tous les ans où un des participants souhaiterait peut-être organiser une à 2 réunions annuelles de partage d'informations. Donc tout reste à bâtir de manière très collaborative. Peut-être que je te laisserai, Héloïse, noter nos adresses e-mail en dernière, parce que je n'ai plus de main à ce genre de choses, en dernière instance, avant de vous saluer, intervenants et participants du jour. On s'interrogeait sur le webinaire, son horaire et son jour de propositions. En tout cas, vous avez répondu présents et nombreux. Nous tenons les délais, il est 16 heures et je pense que c'est l'heure de reprendre chacun de nous nos multiples activités en pensant toujours à cette proposition plus réflexive et analytique de nos beaux sujets. Merci à tous et à toutes. Merci à vous pour les Merci.